Chapitre 34. Belzébuth en Russie. Les événements qui se produisirent pendant ce dernier de mes séjours personnels à la surface de la planète Terre et qui sont liés à la forme anormale d'existence électrique ordinaire de tes favoris, ainsi que la quantité de petits incidents qui me révélèrent les détails caractéristiques de leur étrange psychisme, commencèrent ainsi. Un matin, pendant une de mes promenades aux pyramides, un inconnu d'un certain âge, dont les dehors ne rappelaient en rien ceux d'un indigène, s'approcha de moi et après m'avoir salué selon les usages de là-bas, m'adressa les paroles suivantes. « Docteur, peut-être me ferez-vous la grâce de m'accepter pour compagnon pendant vos promenades matinales. J'ai remarqué que vous vous promeniez toujours seul en ces lieux. J'aime beaucoup, moi aussi, venir par ici le matin, et, puisque je suis comme vous absolument seul en Égypte, je prends la liberté de vous proposer ma compagnie. » Comme les vibrations de son rayonnement n'étaient pas trop octaglouparniennes par rapport aux miennes, c'est-à-dire qu'il me semblait sympathique, selon l'expression de tes favoris, et que j'avais déjà pensé moi-même établir avec quelqu'un des relations qui me permettraient de me reposer parfois d'un penser actif par des conversations où je donnerais libre cours à mes associations, j'acceptai aussitôt sa proposition. Et dès ce jour-là, je passai avec lui le temps de mes promenades matinales. Après avoir fait plus ample connaissance, j'appris de cet étranger qu'il appartenait à la grande communauté portant le nom de Russie, et qu'il était parmi ses compatriotes un important détenteur de pouvoir. Pendant nos promenades, nos propos roulèrent bientôt de préférence, je ne sais pourquoi, sur le manque de volonté des êtres tricérébraux, et sur ces indignes faiblesses qu'ils nomment eux-mêmes des vices, faiblesses dont ils prennent très vite l'habitude, surtout de nos jours, et qui finissent par devenir la seule base sur laquelle se fonde leur existence, ainsi que la qualité de leur manifestation éthrique. Un jour, pendant une de ces conversations, il se tourna soudain vers moi et me dit « Savez-vous, cher docteur, que dans ma patrie s'est considérablement développée et propagée ces derniers temps dans toutes les classes la passion de l'alcool, et cette passion, vous ne l'ignorez pas, conduit tôt ou tard à des formes de relations réciproques qui aboutissent ordinairement, comme le montre l'histoire, à la destruction des usages séculaires et des acquisitions de la société. C'est pourquoi plusieurs d'entre les plus clairvoyants de mes compatriotes, ayant enfin compris toute la gravité de la situation qui s'était créée dans le pays, se sont récemment réunis afin de trouver les moyens de conjurer toute conséquence catastrophique. Pour mener à bien leur tâche, ils résolurent séance tenante de fonder une société sous le nom de « Comité de protection de la tempérance du peuple » et de me mettre à la tête de cette entreprise. Aujourd'hui, l'activité de ce comité, chargé de prendre des mesures contre cette plaie nationale, est en pleine effervescence. Nous avons déjà beaucoup fait et nous avons encore beaucoup à faire. Puis il réfléchit un instant et poursuivit. Maintenant, mon cher docteur, si vous me demandiez mon opinion personnelle sur les résultats que l'on peut attendre de notre comité à parler franc, bien que j'en sois le directeur, je serais fort en peine d'en dire quoi que ce soit de bon. En ce qui concerne la situation générale de notre comité, je ne compte plus quant à moi que sur le hasard. À mon avis, tout le mal vient de ce que cette entreprise est placée sous le contrôle de plusieurs groupes dont dépend la réalisation de nos projets. Et comme, devant chaque problème, chacun de ces groupes poursuit ses propres desseins, la solution de toute question précise se rapportant au but fondamental du comité est toujours prétexte à discorde. Si bien qu'au lieu d'améliorer les conditions qui permettraient d'atteindre effectivement les objectifs pour lesquels a été fondée cette œuvre si indispensable à ma chère patrie, les membres du comité laissent de jour en jour se multiplier entre eux toutes sortes de malentendus, d'affaires personnelles, de médisances, d'intrigues, de perfidies, et ainsi de suite. Pour ma part, ces derniers temps, j'ai tant pensé et repensé, j'ai tant consulté de personnes ayant plus ou moins l'expérience de la vie, afin de trouver une issue à une telle situation, devenue si lamentable que j'en suis tombé presque malade, et je me suis vu contraint, sur les instances de mes proches, d'entreprendre ce voyage en Égypte à seule fin de me reposer. Hélas, en Égypte non plus, je ne peux pas y parvenir, car ces sombres pensées ne me laissent aucun répit. Eh bien, cher docteur, maintenant que vous connaissez à peu près le fond de l'affaire qui est à l'origine de mon déséquilibre moral actuel, je vous confesserai franchement les méthodes et les espoirs intérieurs qui se font jour en moi depuis que je vous connais. En effet, continua-t-il, pendant nos longs et fréquents entretiens sur les funestes vices des hommes et sur les moyens de les en délivrer,
je me suis pleinement convaincu de votre compréhension subtile de leur psychisme et de votre profonde compétence au sujet des conditions à créer pour lutter contre leurs faiblesses. C'est pourquoi je vous considère comme le seul homme capable d'être une source d'initiative pour organiser l'activité du comité que nous avons fondé contre l'alcoolisme et diriger son application dans la vie. Hier matin, il m'est venu à l'esprit une idée à laquelle j'ai pensé toute la journée et toute la soirée, et pour finir, j'ai résolu de vous demander ceci. Consentiriez-vous à vous rendre dans mon pays, en Russie, et après avoir vu sur place tout ce qui se fait là-bas, accepteriez-vous de nous aider à organiser notre comité de telle façon qu'il apporte réellement à ma patrie les avantages en vue desquels il a été fondé? Et il ajouta, votre juste amour de l'humanité me donne le courage de vous adresser cette requête et la certitude que vous ne refuserez pas de prendre part à cette œuvre dont dépend peut-être le salut de plusieurs millions d'hommes. Lorsque ce Russe sympathique eut fini de parler, je réfléchis un instant et lui répondis que, selon toute probabilité, j'accepterais sa proposition d'aller en Russie, car ce pays pouvait aussi convenir à mon but principal. Je lui dis, j'ai actuellement un seul but, qui est d'élucider à fond, dans tous leurs détails, les manifestations du psychisme humain, tant chez les individus isolés que dans les collectivités. Or, pour étudier l'état et les manifestations du psychisme dans les grandes collectivités, la Russie me conviendra très bien, car cette maladie qu'est la passion de l'alcool s'est propagée chez vous dans presque toute la population, comme je l'ai compris au cours de cette conversation, et j'aurai ainsi la possibilité de faire de fréquentes expériences sur des types variés, pris soit isolément, soit en masse. À la suite de ma conversation avec cet être important de Russie, je me hâtais de faire mes préparatifs. Au bout de quelques jours, je quittais l'Égypte avec lui, et 2 semaines plus tard, nous étions déjà dans la ville qui était le principal lieu d'existence de cette grande communauté, et qui portait encore à cette époque le nom de Saint-Pétersbourg. Dès son arrivée, mon nouvel ami se consacra à ses affaires qui s'étaient accumulées pendant sa longue absence. C'est vers ce temps-là que fut terminée, entre autres, la construction du grand édifice affecté par le comité au service de lutte contre l'alcoolisme, et mon ami s'occupa sur le champ de tout organiser et préparer pour l'inauguration de l'édifice et la mise en train des activités qui s'y rapportaient. Moi, pendant ce temps-là, je m'étais mis, comme d'ordinaire, à me promener un peu partout et à fréquenter des êtres appartenant à divers milieux, comme on dit là-bas, pour prendre connaissance des particularités caractéristiques de leurs mœurs et coutumes. C'est alors que je constatais pour la première fois dans la présence des êtres appartenant à cette communauté actuelle le caractère manifestement double de leur égo-individualité. Après cette constatation, je me livrai à des recherches spéciales sur la question et découvris que la formation en leur présence générale de cette double individualité était due avant tout à un désaccord entre le tempo propre au lieu de leur venue au monde et de leur existence et la forme de leur pensée éthrique. Selon moi, mon enfant, tu comprendras très bien la dualité particulièrement tranchée de l'individualité des êtres de cette grande communauté lorsque je t'aurai rapporté mot pour mot l'opinion que m'a personnellement donnée sur eux notre vénérable Mullah Nassereddin. Il faut te dire que, pendant la seconde moitié de mon dernier séjour parmi tes favoris, il m'arriva plus d'une fois de rencontrer ce sage terrestre unique, Mullah Nassereddin, et d'avoir avec lui des échanges d'opinions sur diverses questions de la vie courante, comme on dit là-bas. Le jour où il définit par une sage sentence la véritable essence des êtres de cette grande communauté, notre rencontre eut lieu sur l'une des parties de ta planète nommée Perse, non loin d'une ville du nom de Ispahan, où je m'étais rendu pour entreprendre des recherches sur la très sainte activité d'Ashiata Sheyimash et pour recueillir des renseignements sur la manière dont apparut pour la première fois cette funeste forme de leur politesse que l'on rencontre aujourd'hui partout là-bas. Avant d'arriver à Ispahan, je savais déjà que le vénérable Mullah était parti pour la ville de Talayaltnikum, rendre visite au beau-fils de la fille aînée de son parrain. À peine arrivé dans cette dernière ville, je me mis à sa recherche, et pendant toute la durée de mon séjour, je me rendis fréquemment chez lui. Assis sur le toit, comme il est d'usage en ce pays, nous discutions ensemble de toutes sortes de subtiles questions philosophiques. Un matin, en me rendant chez lui, je crois que c'était le second ou le troisième jour après mon arrivée là-bas,
je fus frappé du mouvement extraordinaire qui régnait dans les rues. Partout on balayait, on nettoyait, on suspendait ce qu'on appelle des tapis, des châles, des drapeaux, etc. Je pensais, ce sont sans doute les préparatifs de l'une des 2 fameuses fêtes annuelles de cette communauté. Une fois sur le toit, après avoir échangé avec notre cher et très éminent sage Mullah Nasser Eddin des salutations d'usage, je montrai du doigt ce qui se passait dans la rue et lui demandai ce que cela voulait dire. Sur son visage se dessina son habituelle grimace, bienveillante et comme toujours fascinante, bien que teintée d'un certain mépris. Et il s'apprêtait à dire quelque chose lorsqu'au même instant retentit dans la rue les clameurs des crieurs publics et le galop d'une multitude de chevaux. Sans un mot, notre sage Mullah se leva lourdement et, m'attrapant par la manche, m'amena tout au bord du toit. Là, clignant malicieusement de l'œil gauche, il attira mon attention sur l'énorme cavalcade qui passait à toute allure, composée surtout, comme je le découvris plus tard, d'êtres appelés Cosaques, appartenant à cette grande communauté de Russie. Au centre de cette énorme cavalcade roulait une calèche russe attelée de 4 chevaux que conduisait un cocher à qui son extraordinaire corpulence donnait un air imposant. Cet air imposant, bien dans la manière russe, tenait à des coussins placés sous ses vêtements en certains endroits appropriés. Dans la calèche étaient assis 2 êtres. L'un d'eux avait l'allure caractéristique du pays, l'autre celle d'un typique général russe. Lorsque la cavalcade eut disparu, Mullah prononça tout d'abord son dicton favori. « Bien fait, oui, c'est bien fait pour toi. Ne fais pas ce qu'il ne faut pas. » Et, lançant son exclamation familière quelque chose comme « zrrt », il revint à sa place en m'invitant à faire de même. Puis, ayant tisonné sur son calian les braises des charbons de bois, il poussa un profond soupir et prononça la tirade suivante qui, comme toujours, n'était pas immédiatement compréhensible. À l'instant vient de passer, escortée d'un grand nombre de dindons de race, une corneille de ce pays, importante certes, et de haute volée, mais déjà bien déplumée et passablement chiffonnée. Ces derniers temps d'ailleurs, les corneilles de haut rang de ce pays ne font plus un seul pas sans ces dindons de race. Elles caressent évidemment l'espoir que leurs plumes, dont les pitoyables restes se trouvent ainsi constamment dans le champ des puissantes radiations de ces dindons, se raffermiront peut-être un peu et cesseront alors de tomber. Je ne compris positivement rien à ce qu'il venait de me dire, mais connaissant déjà son habitude de s'exprimer tout d'abord de manière allégorique, je ne m'étonnai nullement, et m'abstins de le questionner, attendant patiemment les sages explications qui suivraient. En effet, après sa tirade, lorsqu'il eut fini de faire consciencieusement glouglouter l'eau dans son calian, il me donna, avec la subtile causticité qui lui était propre, la définition de toute la présence et de l'essence même des êtres de la communauté actuelle de Perse. Il m'expliqua qu'il comparait les êtres de cette communauté de Perse aux oiseaux corneilles et les êtres de la grande communauté de Russie dont se composait le cortège qui venait de galoper le long de la rue aux oiseaux dindons. Puis il développa sa pensée en une longue dissertation. Si l'on fait l'analyse impartiale et la moyenne statistique des compréhensions et des représentations qu'ont acquises les hommes de la civilisation contemporaine, en comparant entre eux les peuples d'Europe et ceux des autres continents, et que l'on établisse une analogie entre ces peuples et les oiseaux, les hommes qui apparaissent et existent sur le continent d'Europe et représentent le Tsienmies de la civilisation actuelle, devront être appelés des pans, du nom de l'oiseau dont les dehors sont les plus beaux et les plus somptueux, tandis que les hommes des autres continents devront être appelés des corneilles, du nom de l'oiseau le plus sale et le plus manifestement bon à rien. Mais, quant à ceux de nos contemporains, qui trouvent réunis sur le continent d'Europe les conditions nécessaires à leur apparition, puis à leur formation, mais qui plus tard existent et sont par conséquent farcis sur d'autres continents, et inversement ceux qui voient de jour sur un autre continent et sont farcis dans les conditions régnant sur le continent d'Europe, on ne saurait mieux les comparer qu'à l'oiseau d'Inde. Mieux que tout autre oiseau, le dindon représente quelque chose qui n'est ni chair ni poisson, mais n'est en soi, comme on dit, qu'une moitié et quart plus 3/4. Les meilleurs représentants du dindon sont les habitants actuels de Russie, et c'est précisément de volailles de ce genre qu'était escortée cette corneille, l'une des plus importantes du pays, qui vient de passer en trombe devant nous. Et vraiment, ces Russes correspondent de manière idéale à cet original oiseau dindon, comme je vais vous le démontrer. Étant donné qu'ils ont vu le jour et se sont formés sur le continent d'Asie, et surtout qu'ils ont une hérédité pure, organiquement aussi bien que psychiquement,
Forgé au cours de nombreux siècles dans les conditions d'existence régnant sur ce continent, ils possèdent sous tous les rapports de nature d'asiatiques et par conséquent devraient être eux aussi des corneilles. Mais comme ils se donnent beaucoup de peine ces derniers temps pour devenir des Européens et à cette fin se farcissent de leur mieux, ils cessent peu à peu d'être des corneilles. Et puisque, selon certaines données évidemment conformes aux lois, ils ne peuvent tout de même pas se transformer en pan véritable, dès lors, ayant laissé derrière eux la corneille sans atteindre encore au pan, ils sont, comme je l'ai dit, de parfaits dindons. Certes, le dindon est un oiseau très utile au point de vue domestique, car sa chair, à condition bien entendu que l'on tue la bête de manière voulue, comme les anciens peuples avaient appris à le faire grâce à une pratique séculaire, est meilleure et plus savoureuse que celle de tous les autres oiseaux. Par contre, de son vivant, le dindon est un oiseau étrange, d'un psychisme très particulier, qui défie toute compréhension même approximative, surtout de la part des nôtres, avec leur raison à demi passive. L'un des nombreux traits spécifiques du psychisme du dindon est que cet étrange oiseau considère comme indispensable, on ne sait pourquoi, de toujours fanfaronner, aussi bien sans rime ni raison, fait-il très souvent la roue. Il fanfaronne et fait la roue même quand personne ne le regarde, sous le seul effet de son imagination et de ses stupides rêveries. Ayant dit, Mullah Nassereddin se leva lentement, pesamment, et prononçant de nouveau sa phrase favorite, « Bien fait, oui, c'est bien fait pour toi », ajoutant cette fois, « Ne reste pas assis où tu ne dois pas ». Il me prit par le bras et nous descendîmes ensemble du toit. Ici, mon cher enfant, tout en rendant hommage à la subtilité de l'analyse psychologique de notre très sage Mullah Nassereddin, il faut dire en toute justice que si ces Russes sont devenus des dindons exemplaires, la faute en est là encore aux seuls êtres de la communauté d'Allemagne. Et la faute de ces êtres d'Allemagne est d'avoir négligé, en inventant leur fameuse teinture à l'aniline, une des particularités spécifiques de ces couleurs. Le fait est qu'au moyen de ces teintures à l'aniline, toute couleur naturelle peut être changée en n'importe quelle autre, à l'exception d'une seule qui est la vraie couleur noire naturelle. Et c'est cette imprévoyance des êtres germaniques qui entraîna, pour les pauvres Russes, ce scandaleux malheur. En effet, contre toute attente, les plumes des corneilles, qui sont teintes par la nature en vraie couleur noire, ne peuvent jamais être reteintes en une autre couleur, même avec l'aniline de leur invention. Et ces pauvres corneilles russes ne peuvent par conséquent en aucune façon se transformer en pans. Mais le pire est qu'ayant cessé d'être des corneilles et n'étant pas encore des pans, ils deviennent bon gré mal gré des dindons, expression idéale de ce que notre cher maître formule ainsi. Une moitié écart plus trois quarts. Ainsi, grâce à la sage définition que me donna en personne le vénérable Mullah Nassereddin, je compris clairement, pour la première fois, pourquoi tous les êtres de cette grande communauté de là-bas possèdent, quand ils atteignent l'âge responsable, une individualité si nettement double. Mais assez là-dessus. Écoute maintenant les événements auxquels il me fallut prendre part dès mon arrivée dans la principale ville de la communauté de Russie, qui portait alors le nom de Saint-Pétersbourg. Comme je te l'ai dit, pendant que mon ami ce Russe éminent remettait de l'ordre dans ses affaires désorganisées par son absence, je me promenais un peu partout, fréquentant des êtres de toutes classes et de toutes situations, pour étudier les particularités caractéristiques de leurs mœurs et coutumes, et m'expliquer les causes de leurs besoins organiques d'alcool, ainsi que les conséquences manifestes de son action sur leur présence générale. Il est intéressant de remarquer que dès mes premières rencontres avec différents êtres tricérébraux appartenant à diverses classes et situations, je constatai à plusieurs reprises ce fait, qui me devint absolument évident après une observation plus attentive, que la plupart d'entre eux portaient déjà le germe de ce fonctionnement particulier de leur présence générale qui, depuis longtemps déjà, apparaît chez tes favoris sous l'effet d'une certaine combinaison de deux causes extérieures indépendantes. La première de ces causes est une loi cosmique générale existant sous le nom de Solunantius, et la seconde consiste en une aggravation marquée, sur une partie donnée de la surface de ta planète, des conditions d'existence ordinaires. Je veux parler du germe de ce fonctionnement particulier de leur présence générale, qui depuis plusieurs années s'est fixé dans la présence de tous les êtres de cette communauté, sous cette forme qu'ont déjà connue tes favoris pendant certaines périodes bien déterminées, et qui devient pour eux un facteur de stimulation de certaines manifestations spécifiques, propres elles aussi aux seuls êtres tricérébraux de ta planète Terre, dont la totalité a reçu cette fois-ci chez les êtres de cette grande communauté le nom de bolchevisme. Je te parlerai un peu plus tard de ce fonctionnement particulier de leur présence générale. Je n'ai abordé cette question que pour te donner une idée des conditions déjà particulièrement anormales d'existence étrique
dans lesquelles s'exerça mon activité pendant mon séjour parmi les êtres de cette grande communauté dans leur première capitale, Saint-Pétersbourg. Bien avant mon arrivée dans cette ville, j'avais déjà eu l'intention, élaborant même à cet effet tout un plan et préparant certains détails indispensables, d'établir dans une de leurs grandes agglomérations quelque chose comme un laboratoire de chimie, dans lequel je voulais faire, par des moyens prévus à l'avance, des expériences spéciales sur certains aspects profondément cachés de leur étrange psychisme. C'est pourquoi, mon enfant, lorsque j'eus constaté, une fois installé dans cette ville, que presque la moitié de mon temps était libre, je résolus de mettre à profit ce demi-désœuvrement et de travailler à réaliser ce projet. D'après mes premiers renseignements, j'appris que pour installer un laboratoire, il fallait avant tout l'autorisation des êtres détenteurs de pouvoir, et j'entrepris tout de suite des démarches pour l'obtenir. Dès les premiers pas, je compris qu'en raison de certaines lois fixées depuis longtemps dans le processus d'existence de cette communauté, l'autorisation d'ouvrir un laboratoire privé relevait d'un certain service d'un de leurs ministères. Je me rendis donc à ce service, mais il se trouva que les employés, tout en reconnaissant que la délivrance de ce permis entrait dans leurs obligations, ne savaient pas comment ils devaient procéder. Et, comme je le compris plus tard, ils ne le savaient pas tout simplement parce que personne ne s'était jamais adressé à eux pour obtenir ce permis, et que par conséquent le psychisme automatiquement construit de ces malheureux êtres n'avait pu acquérir l'habitude mécanique correspondant à cette sorte de manifestation. Je dois dire ici que, depuis quelques siècles, presque toutes les manifestations qui exigent l'accomplissement de leurs devoirs éthriques se réalisent, chez tous les êtres de là-bas, grâce au seul fonctionnement de données constituées en eux par la fréquente répétition d'une seule et même chose. Chez les êtres détenteurs de pouvoir de cette communauté, la cristallisation de ces singulières données éthriques automatiques s'effectuait à cette époque beaucoup plus intensément que partout ailleurs, au point qu'ils semblaient même parfois totalement privés des données suscitant l'apparition immédiate des impulsions essentielles propres aux êtres en général. Quant au fait que personne, comme je viens de te le dire, ne s'était jamais adressé aux employés de ce service pour leur demander un permis, cela ne signifiait en rien qu'aucun des habitants de cette capitale n'avait eu besoin d'un laboratoire de chimie. Au contraire, il n'y avait jamais eu dans cette ville autant de laboratoires de chimie que pendant cette période, et sans nul doute leurs propriétaires s'étaient procuré quelque part, et de quelque manière, l'autorisation requise. Et ils ne pouvaient pas ne pas l'avoir. Il existait à cet effet dans leur capitale, comme d'ailleurs dans toutes les grandes et petites communautés, un certain corps administratif sur lequel repose en général l'espoir fondamental de parfait bien-être des détenteurs de pouvoir, corps qu'ils nomment, eux, gendarmerie ou police, et dont l'une des principales obligations est de veiller à ce que quiconque ouvre une entreprise soit muni du permis correspondant. Et comment supposer que l'œil de lynx des êtres représentant l'espoir fondamental de parfait bien-être des détenteurs de pouvoir laisse échapper la moindre chose et permette à un laboratoire quelconque de s'installer sans l'autorisation réglementaire de leur patron? La principale raison de cette apparente contradiction était d'un tout autre ordre. Je dois te dire que l'attitude des êtres de cette communauté envers les lois et les règles fixées dans le passé, en vue d'assurer des relations mutuelles normales, d'après leur compréhension, et en général de servir à leur existence ordinaire, était devenue telle que seuls pouvaient obtenir le profit auquel ils avaient objectivement droit ceux qui savaient comment tout prendre à revers, c'est-à-dire agir à l'encontre des règles et des lois en vigueur. Des laboratoires privés comme celui que je voulais installer, on aurait pu en avoir non pas un, mais des milliers. Il aurait suffi de connaître les anormales démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation d'ouvrir ce laboratoire, puis d'agir conformément à ces anomalies. Étant donné le peu de temps que j'avais passé parmi eux, je n'avais pas eu le loisir d'élucider toutes les subtilités de leur existence éthrique ordinaire, devenue, je te l'ai dit, particulièrement anormale dans cette communauté. C'est pourquoi, dès que j'entrepris mes démarches pour obtenir le permis nécessaire, je dus me soumettre à des vexations sans fin, ainsi qu'à leurs absurdes délais, institués eux aussi depuis longtemps dans le processus de leur existence éthrique, et tout cela pour ne parvenir à aucun résultat. Cela commença ainsi. Lorsque j'arrivai au service en question et m'adressai aux employés, ils se regardèrent les uns les autres, tout déconcertés, puis se mirent à chuchoter. Certains d'entre eux feuilletèrent fébrilement de gros livres, dans l'espoir évident d'y trouver quelques règlements relatifs à ces permis. Pour finir, leur chef vint à moi et d'un air important me pria de lui apporter d'un autre service certains certificats d'honorabilité sur ma personne. Ce fut le point de départ d'allées et venues interminables d'un service à l'autre, d'une administration à l'autre, d'un spécialiste officiel à un autre, et ainsi de suite. Les choses en vinrent au point que je dus faire la navette entre le commissariat de police et le prêtre de la paroisse.
C'est tout juste si je ne dus pas rendre visite à la sage-femme officielle de la ville. En outre, un de ces services spéciaux exigeait, je ne sais pourquoi, sur le certificat d'un autre service, le cachet d'un troisième. Dans tel service, je dus signer un papier. Dans tel autre, répondre à des questions qui n'avaient rien à faire avec la chimie. Dans un troisième, on m'expliqua avec force conseil où m'adresser pour équiper mon laboratoire, quelles mesures prendre pour ne pas m'empoisonner, et ainsi de suite. Comme je le sus plus tard, j'avais été reçu, sans m'en douter, par un fonctionnaire dont les obligations consistaient à dissuader ceux qui voulaient installer un laboratoire de chimie de réaliser une si exécrable intention. Le plus drôle était que pour obtenir cette autorisation, il fallait s'adresser à tour de rôle à des fonctionnaires qui n'avaient pas la moindre notion de ce qu'était en général un laboratoire. Je ne sais comment tout cela se serait terminé si, après m'être démené en vain pendant près de 2 mois, je n'avais finalement renoncé à ces stupides démarches. Et j'y renonçais pour une raison qui n'était pas dénuée d'humour. Selon les règlements de cette absurde procédure, je devais me procurer, chez un docteur, un papier officiel certifiant que le travail de laboratoire ne ferait courir à ma santé aucun danger. J'allais donc chez un médecin officiel. Mais lorsqu'il se mit en devoir de m'examiner et insista pour que je me déshabille afin de me frapper partout avec son petit marteau, je ne pus évidemment pas y consentir. Et je ne le pouvais pas parce que, en me mettant à nu, j'aurais été forcé de dévoiler ma queue, que je dissimulais toujours soigneusement sur ta planète, dans les plis de mes vêtements. Tu comprends bien que si l'un d'eux avait aperçu ma queue, ils auraient tous su que je n'étais pas un être de leur planète, et il me serait devenu impossible de rester parmi eux et de poursuivre les expériences qui m'intéressaient sur l'étrangeté de leur psychisme. Je sortis donc de chez ce docteur sans le papier voulu, et c'est pourquoi, à partir de ce jour-là, je renonçai à toute tentative d'obtenir l'autorisation d'installer un laboratoire privé. Tout en circulant un peu partout, tant pour mon but particulier que pour m'occuper de l'autorisation requise, je rencontrais souvent mon premier ami, cet important personnage, très pris par ses propres affaires, mais qui trouvait le temps de me rendre visite ou de me recevoir chez lui. Pendant ces rencontres, nous parlions presque toujours de l'alcoolisme dans sa patrie et des moyens de lutter contre ce fléau. À chacun de ces échanges d'opinions, j'avais un peu plus d'acquis, car mes observations impartiales et mes recherches sur tous les aspects du psychisme des êtres de là-bas cristallisaient sans cesse en moi de nouvelles données. Ce Russe éminent attachait une très grande valeur à mes considérations et à mes remarques sur ce qui avait été fait par le comité de tempérance du peuple, ainsi que sur ses projets, et il était sincèrement enthousiasmé par la justesse de mes observations. Au début, toutes mes suggestions qu'il exposait aux assemblées générales du comité étaient toujours adoptées et réalisées. Mais certains des participants ayant appris par hasard que l'initiative de nombreuses mesures réellement utiles venait d'un docteur étranger qui n'était même pas européen, toutes les intrigues et chicanes habituelles reprirent de plus belle. Les responsables de tous les malentendus qui entraînèrent la fin lamentable de l'importante institution qu'était ce comité, créé pour le bien de tous les êtres tricérébraux de cette communauté de nombreux millions d'êtres, furent, comme toujours et partout, les êtres savants de nouvelles formations. Le fait est qu'au nombre des principaux membres de cette nouvelle institution se trouvaient, sur les instances de certains détenteurs héréditaires de pouvoir, plusieurs savants médecins. Ceux-ci comptaient parmi les leaders de ce comité, parce que, dans la présence des êtres détenteurs héréditaires de pouvoir de cette période, s'était définitivement fixé, pour devenir partie intégrante de leur essence, ce souverain maître intérieur, si funeste aux êtres tricérébraux de la Terre, et qui est devenu, pour ces malheureux, le but et la raison même de leur existence, l'auto-tranquillisateur. Aussi, afin de s'épargner le moindre effort éthrique, insistèrent-ils absolument pour que ces savants médecins fussent intégrés à cette grande institution de haute portée sociale. Ces derniers temps, les savants de nouvelle formation sont, dans la plupart des cas, des êtres de cette profession. Et il faut bien le dire, lorsque ces savants de nouvelle formation deviennent eux-mêmes détenteurs de pouvoir et occupent, par hasard, d'importants postes responsables dans le processus d'existence ordinaire, ils sont des sources de malentendus de toutes sortes, bien plus souvent encore que les détenteurs de pouvoir héréditaires. Ils sont des sources de malentendus parce que, dans leur présence, se combinent entre elles, d'une certaine manière, les caractéristiques devenues propres à 3 différents types contemporains de tes favoris, les êtres détenteurs de pouvoir, les savants de nouvelle formation et les médecins professionnels. Ainsi donc, mon enfant, sur l'initiative et l'insistance de plusieurs êtres détenteurs héréditaires de pouvoir de cette communauté, qui,
tout en continuant à être extérieurement des détenteurs de pouvoir, n'étaient plus intérieurement que des sabliers vides ou des ballons dégonflés, on appela, pour réaliser cette tâche si sérieuse de sauver plusieurs millions de leurs semblables, ces véritables dindons farcis ou, comme il l'aurait dit, ces parvenus. Tant que ces parvenus, amenés par hasard au pouvoir, se bornèrent à mener entre eux les mesquines intrigues qui leur sont propres, ce ne fut encore que demi-mal pour l'œuvre commune. Mais, lorsque, par suite de manœuvres de toutes sortes, leurs intrigues se furent étendues à tous les membres du comité, et qu'ils se furent, comme toujours, divisés en plusieurs clans, coutume largement répandue là-bas, et qui entrave la réalisation de toute œuvre utile, cette bienfaisante institution qu'était le comité se mit à craquer sous toutes ses coutures, comme on dit là-bas. À l'époque où j'arrivais avec mon premier ami russe dans la capitale de cette communauté, ces mesquines intrigues faisaient rage entre les différents clans, comme entre les membres de cette organisation d'État réellement indispensable. Lorsque ces parvenus, amenés par hasard au pouvoir, apprirent que la plupart des conseils et suggestions destinées à améliorer leur organisation venaient de moi, un professionnel comme eux, mais qui n'appartenait pas à ce qu'on appelle leur corporation, ils comprirent que leurs manœuvres et leurs intrigues n'auraient aucune importance pour moi, et ils les dirigèrent contre celui qu'ils avaient placé à la tête de leur comité. Il est intéressant de remarquer à ce propos que si les données nécessaires à diverses impulsions étriques indispensables sont faiblement cristallisées dans la présence de ces professionnels contemporains, par contre, pour une raison ou pour une autre, les données déterminant l'impulsion appelée esprit de corps se cristallisent et fonctionnent très fortement en eux. Ainsi, mon enfant, tant que j'ignorais le besoin impérieux qu'avaient les êtres possesseurs de pouvoir de cette communauté de s'occuper d'intrigues et de manœuvres ou, comme ils le disent eux-mêmes parfois, de se couler les uns les autres, je continuais à espérer et j'attendis patiemment le temps où des conditions favorables me donneraient enfin la possibilité de réaliser mon principal dessein, c'est-à-dire de me livrer à des recherches expérimentales sur le psychisme des êtres terrestres pris en masse. Mais lorsqu'il me devint tout à fait clair que je ne pourrais y parvenir dans cette communauté, étant donné le genre de relations mutuelles établies là-bas, et que je me fus convaincu de l'impossibilité d'ouvrir un laboratoire de chimie de manière honnête, c'est-à-dire en me conformant strictement aux règles prescrites, je résolus de ne plus m'attarder et de partir à la recherche de conditions convenant à mon but en quelque autre communauté européenne. Lorsque mon premier ami, ce haut personnage russe, apprit ma décision, il s'en montra très attristé, comme le furent d'ailleurs plusieurs autres Russes qui désiraient réellement le bien de leur patrie et qui avaient eu le temps de se convaincre que mon savoir et mon expérience auraient pu être très utiles à leur but fondamental. Quelques jours avant mon départ, le comité s'apprêtait à inaugurer le bâtiment qui avait été affecté, comme je te l'ai déjà dit, à la lutte contre l'alcoolisme et auquel les êtres là-bas donnèrent à cette occasion le nom de leur empereur. Ils le baptisèrent Édifice national de l'empereur Nicolas II. Mais la veille de mon départ, mon éminent ami russe vint me trouver à l'improviste et, après m'avoir dit combien il regrettait de me voir partir, me pria instamment de rester quelques jours de plus pour lui permettre, après la consécration et l'inauguration du bâtiment, de voyager avec moi, ce qui le reposerait un peu de tous les tracas et intrigues qu'il venait de subir. Comme je n'avais aucune raison de me presser, j'acceptai et retardai mon départ jusqu'à une date indéterminée. 2 jours plus tard avait lieu la grande inauguration du bâtiment, et comme j'avais reçu la veille ce qu'on appelle une invitation officielle, je me rendis à cette cérémonie. À cette solennité nationale d'une communauté de plus de 100 millions d'êtres, à laquelle assistait Sa Majesté l'Empereur en personne, comme ils disent, commença à mon égard l'Urezatklink-Brakahul, découlant de l'ensemble des anomalies de l'entourage qui se forment automatiquement dans le psychisme de chacun des êtres tricérébraux actuels de cette infortunée planète et les maintient tous, pour ainsi dire, dans un cercle magique sans issue. Les événements qui suivirent se passèrent dans l'ordre que voici. Le jour de cette solennité, pendant que la cérémonie se déroulait encore, mon premier ami russe courut soudain vers moi, se frayant un passage à travers les êtres qui se montraient dans tout l'éclat de leur uniforme et de leur décoration, et d'une voix joyeuse m'annonça que j'aurais le bonheur d'être présenté à Sa Majesté, puis il repartit à la hâte. J'appris par la suite qu'au cours de la cérémonie, il avait parlé de moi à l'empereur. Il avait alors été décidé que je lui serais présenté. La présentation à l'empereur, au tsar ou au roi est considérée sur tous les continents de cette infortunée planète comme le plus grand des bonheurs. Aussi mon ami se réjouissait-il pour moi, au-delà de toute expression, d'avoir obtenu cette faveur.
Il comptait certainement me faire ainsi un très grand plaisir, et, par la même occasion, calmer sa conscience, car il se considérait comme responsable de mon séjour infructueux dans cette capitale. Après cet événement, 2 jours passèrent. Le matin du 3e jour, regardant par hasard par la fenêtre de mon appartement, je fus frappé du mouvement inaccoutumé qui régnait dehors. Partout on nettoyait, partout on balayait, tandis que de nombreux gendarmes et policiers parcouraient la rue en tous sens. Je demandai la cause de cette animation. Notre vieil Aoun m'expliqua qu'on attendait ce jour-là, dans le quartier, l'arrivée d'un général très important. Le jour même, dans l'après-midi, j'étais assis chez moi, en train de converser avec une de mes nouvelles connaissances, lorsque le concierge de l'immeuble accourut vers moi, tout agité et décontenancé, et s'exclama en bégayant « Son Excellence !» Mais il n'eut pas le temps de finir. Son Excellence elle-même fit son entrée. Dès que le pauvre concierge le vit apparaître, il en fut comme foudroyé, puis reprit contenance et sortit au plus vite à reculons. Sa noble Excellence, avec un sourire amical, empreint cependant de la hauteur caractéristique des êtres détenteurs de pouvoir de cette communauté, vint à moi, tout en lorgnant avec une grande curiosité les objets anciens que j'avais dans ma chambre, et, me serrant le poignet d'une manière spéciale, il s'assit dans mon fauteuil favori. Après quoi, continuant à examiner les objets anciens, il dit « Dans un jour ou 2, vous serez présenté à notre auguste monarque, et comme c'est moi qui suis chargé de cette sorte d'affaires, je suis venu vous expliquer comment vous devrez vous comporter en cette circonstance capitale de votre vie. » Ayant dit, il se leva soudain, et, s'approchant d'une statuette chinoise d'un travail très ancien, placée dans un coin de la chambre, il s'exclama avec une admiration spontanée qui envahissait toute sa présence. « Comme c'est joli! Où avez-vous trouvé cette merveille de sagesse antique ?» Et sans cesser de regarder la statue et de s'abandonner à son admiration, ou, pour être plus exact, de s'identifier à elle de tout son être, il poursuivit. « Je m'intéresse beaucoup moi-même à tous les arts anciens, mais je donne la préférence à l'art chinois. 3 des 5 chambres réservées à mes collections sont uniquement remplies d'œuvres d'art de la vieille Chine. » Continuant de parler avec la même ferveur de sa passion pour les ouvrages des anciens maîtres chinois, il se rassit sans cérémonie dans mon fauteuil et se mit à discourir sur les antiquités en général, sur leurs valeurs et sur les endroits où l'on peut en trouver. Tout à coup, au milieu de la conversation, il sortit précipitamment sa montre de sa poche, lui jeta un regard machinal, se leva d'un bond et me dit « Comme c'est fâcheux, je suis obligé d'interrompre cet entretien si intéressant, car je dois me dépêcher de rentrer chez moi où m'attendent sans doute déjà mon grand ami d'enfance et sa charmante femme. Il vient de province et ne fait que passer avant de se rendre à l'étranger. Je ne l'ai pas revu depuis le temps où nous servions dans le même régiment. Plus tard, nous reçûmes chacun une nomination différente, moi à la cour, lui à un poste civil. » Puis il ajouta « En ce qui concerne les instructions que je suis chargé de vous donner et pour lesquelles je suis venu, je vous enverrai aujourd'hui même mon aide de camp. Il vous expliquera tout et pas plus mal que je ne l'aurais fait moi-même. » Après quoi, avec un air d'importance fébrile, il me quitta. Et en effet, le soir même, comme sa noble Excellence me l'avait promis, un de ces aides de camp, qui était encore, comme on le dit là-bas, un jeune homme, c'est-à-dire un être qui venait à peine d'atteindre l'âge responsable, vint chez moi. Cet aide de camp avait les traits spécifiques bien accusés d'un type d'être terrestre tricérébral qui se rencontre souvent ces derniers temps parmi tes favoris, et que l'on peut fort bien définir par ces mots un fils à papa et à maman. À son arrivée, ce fils à papa et à maman, quand il m'adressa la parole, se manifesta à mon égard tout à fait automatiquement, selon les données fixées en sa présence générale par les règles de bon ton qui lui avaient été inculquées. Mais un peu plus tard, lorsqu'il devint clair à son étrange jugement étrique que je n'appartenais ni à sa caste ni à une caste supérieure à la sienne, et que je semblais un de ces êtres qui, d'après la compréhension anormale de ses pareils, sont à peine au-dessus de ce qu'on appelle les sauvages, il changea aussitôt de ton. Dès lors, il se manifesta envers moi, automatiquement cette fois encore, mais d'après les données de commandement et d'injonction, fixées elles aussi dans la présence générale de ceux qui, dans cette communauté, appartenaient à la même caste, et il entreprit de me montrer comment je devais entrer, sortir et me déplacer, quelles paroles je devais dire et quand je devais les prononcer. Bien qu'il eût passé 2 heures à me montrer comment je devais me comporter, il déclara qu'il reviendrait le lendemain matin
et m'enjoignit de m'exercer pour ne pas faire de bévues susceptibles de m'en conduire là où Macquart n'a jamais mené son veau. Le jour de la présentation suprême, comme ils disent, j'arrivai au lieu de résidence du chef de cette grande communauté. J'étais attendu à la gare par sa haute excellence en personne, flanqué de 5 ou 6 aides de camp. Dès cet instant, elle se mit, sans aucune participation de son initiative subjective personnelle, bien entendu, mais sous l'unique direction de l'habitude automatique acquise par la répétition d'une seule et même chose, à subjuguer toutes mes parties spiritualisées et toutes les manifestations de ma présence générale, les prenant pour ainsi dire sous la tutelle de son propre moi. À partir de ce moment, je dus, quant à mes manifestations extérieures, danser au son de sa flûte, comme l'aurait dit notre vénérable Moulay Nasser Eddin. Dès que nous eûmes quitté la station pour nous asseoir dans la calèche, il se mit à m'expliquer et à m'indiquer ce que j'avais à faire et à dire, et ce que je ne devais ni dire ni faire. Quant à la manière dont il me l'enseigna et dont il guida ma présence, un peu plus tard, dans la salle où devait avoir lieu la fameuse présentation, on ne saurait même en parler dans la langue de Scheherazade, encore moins la décrire avec la plume de monsieur fils de chien. Dans cette salle, chacun de mes mouvements, chacun de mes pas, et jusqu'au moindre de mes clignements de paupières était prévu à l'avance et m'était soufflé par ce général important. Cependant, malgré toute l'absurdité de cette façon de procéder, si l'on prend en considération que le perfectionnement d'un être dépend de la quantité et de la qualité de ses expériences intérieures, la justice objective m'oblige à reconnaître que tes favoris me forcèrent ce soir-là, inconsciemment bien entendu, à éprouver et à ressentir plus de choses peut-être que je n'en avais éprouvé et ressenti pendant tous les siècles de mes séjours personnels parmi eux. Quoi qu'il en soit, ayant accepté cette fameuse présentation en vue d'observer et d'étudier le psychisme si singulier et si contorsionné de tes favoris, je dois dire qu'après la forte épreuve à laquelle je fus soumis, ce jour-là, je ne respirai librement qu'une fois dans le wagon lorsque mes bourreaux, et surtout ce général important, m'eurent enfin laissé seul. Pendant toute cette journée, j'avais été si absorbé par l'accomplissement des innombrables manipulations stupides que l'on exigeait de moi, et qui me fatiguaient en raison de mon grand âge, que je n'avais même pas remarqué le visage de leur malheureux empereur, ni son comportement dans toute cette comédie. Et maintenant, mon enfant, si tu t'efforces de bien assimiler ce que je vais t'apprendre sur les événements qui m'arrivèrent ensuite, et qui furent les résultats de cette fameuse présentation à Sa Majesté l'Empereur, sans doute pourras-tu te représenter clairement et bien comprendre comment, chez tes favoris, surtout dans la grande communauté de Russie de cette époque, ce qu'on appelle l'importance individuelle s'évalue et s'établit uniquement sur d'éphémères vétro-uretznel extérieurs, comme il en fut pour moi en la circonstance. Cette habitude de juger les mérites des êtres selon leur éphémère apparence extérieure, prenant peu à peu racine en eux, n'a cessé de développer et de renforcer leur illusion que c'est à cette apparence, précisément, que se borne l'acquisition de l'être individualité, et tous, subjectivement, ne s'efforcent plus qu'à cela. C'est pourquoi de nos jours, dès leur venue au monde, ils perdent tous peu à peu jusqu'au goût et même jusqu'au désir de ce qu'on appelle l'être étrique objectif. Les manifestations de ces vétro-uretznel commencèrent à se faire sentir à mon égard dès le lendemain matin, en ce sens que toutes les données, pour une représentation étrique de ma personnalité, naguère solidement fixée dans la présence de tous les êtres de là-bas qui me connaissaient, avaient brusquement changé du seul fait de ma présentation officielle, objectivement funeste à leur plus haut détenteur de pouvoir. Pour leur individualité, l'idée qu'ils se faisaient de mon importance personnelle, ainsi que de mes qualités et mérites, changea tout à coup. Je devins pour tous un être important, et intelligent, et extraordinaire, et intéressant, c'est-à-dire le possesseur de toutes sortes de fantastiques qualités étriques de leur invention. Pour illustrer ce que je viens de te dire, je te donnerai ces quelques exemples très caractéristiques. Le propriétaire du magasin où j'achetais mes provisions pour la cuisine avant d'aller à mes affaires voulut, coûte que coûte, le lendemain de cette audience impériale, comme on dit parfois là-bas, apporter lui-même mes achats à la maison. Tous les agents de police du quartier, où je résidais temporairement, qui me connaissaient déjà comme un médecin étranger, dès qu'ils m'apercevaient de loin, portaient la main à leur visière, tout comme pour le plus important de leurs généraux. Le même soir, le chef du premier service où je m'étais adressé m'apporta lui-même à domicile le malheureux permis donnant droit à l'installation d'un laboratoire de chimie, et dans l'attente duquel j'avais langui 3 mois, frappant aux portes de tous les établissements officiels et non officiels. Et le jour suivant, je recevais 4 autres autorisations venant de divers services d'autres ministères,
dont les attributions ne comportaient aucunement l'octroi de ces autorisations, mais où j'avais dû m'adresser pendant mes absurdes démarches. Les propriétaires, les boutiquiers, les enfants, et en général tous ceux qui habitaient ma rue, devinrent aussi aimables avec moi que si j'avais eu l'intention de laisser à chacun d'eux un immense héritage américain, et ainsi de suite. Après cet événement vidocrânien, j'appris, entre autres, que ce malheureux empereur se prépare toujours, lui aussi, à ses rencontres officielles avec des êtres étrangers. Et de ces rencontres officielles, il en a beaucoup, presque chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Ici, une parade militaire, là, une audience avec l'ambassadeur d'un autre empereur, le matin, une délégation, à midi, une présentation dans le genre de la mienne, plus tard, la réception de différents représentants du peuple, comme on les appelle, et avec tous, il lui faut parler ou même faire tout un discours. Étant donné que la moindre parole de chacun de ces empereurs terrestres peut avoir, et a même souvent, des conséquences sérieuses, non seulement pour tous les êtres de la communauté dont il est l'empereur, mais encore pour les êtres des autres communautés, chaque parole qu'il prononce doit être examinée sous toutes ses faces. À cette fin, autour de ces empereurs ou rois, qu'ils le deviennent par droit héréditaire ou par élection, se tiennent quantité de spécialistes chinois parmi les êtres tricérébraux ordinaires de là-bas et chargés de leur souffler ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire et à quel moment précis. En outre, ces indications doivent être données de telle manière que les autres ne puissent pas remarquer que leur empereur ou roi se manifeste non de sa propre initiative, mais selon celle d'autrui. Pour se rappeler tout cela, les empereurs doivent bien entendu s'exercer eux aussi. Et ce que signifie s'exercer, tu peux sans doute très bien te le figurer après ce que je viens de raconter. Je l'ai moi-même compris de tout mon être lorsque je me suis préparé à cette fameuse présentation. Je n'eus à subir pareille préparation qu'une seule fois pendant toute mon existence sur leur planète. Qu'une telle préparation soit nécessaire chaque jour, et pour chaque cas particulier, puisse le sort épargner à quiconque cette épreuve. Pour ma part, je ne voudrais à aucun prix être dans la peau d'un de ces empereurs ou rois terrestres, et je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi, ni même aux ennemis de mes proches. Après cette inoubliable présentation suprême, je quittai bientôt Saint-Pétersbourg, et j'eus désormais pour lieu d'existence diverses villes situées sur le continent d'Europe ou sur d'autres continents. Plus tard, je retournai souvent pour de toutes autres affaires dans cette communauté de Russie où s'effectua pendant cette période leur grand processus de destruction mutuelle et d'anéantissement de tout ce qu'ils avaient acquis auparavant. Processus qu'ils nommèrent cette fois, comme je te l'ai déjà dit, bolchevisme. T'en souviens-tu? Je t'ai promis de t'expliquer les vraies causes fondamentales de l'apparition de ce processus archiphénoménal. Or donc, comme je te l'ai dit, cet affligeant phénomène apparaît là-bas sous l'action de deux facteurs indépendants. Le premier est la loi cosmique Solunantius. Le second, les conditions anormales d'existence éthrique ordinaire qu'ils ont eux-mêmes établies. Pour que tu comprennes mieux en quoi consistent ces deux facteurs, je te les expliquerai séparément et je commencerai par la loi cosmique Solunantius. Tout d'abord, tu dois savoir que tous les êtres tricérébraux, quelle que soit la planète où ils voient le jour, et quel que soit leur revêtement extérieur, attendent toujours et avec beaucoup d'impatience et de joie les manifestations de l'action de cette loi, un peu comme tes favoris attendent leurs grandes fêtes appelées Pâques, Bayram, Zadik, Ramadan, Kailana et tant d'autres. La seule différence est que si tes favoris attendent leurs fêtes avec impatience, c'est qu'en ces jours saints, ils ont pris l'habitude de s'amuser sans contrainte et de s'enivrer librement. Tandis que sur les autres planètes, les êtres attendent avec impatience les manifestations de l'action du Solunantius, parce que, grâce à elle, le besoin d'une évolution accélérée dans le sens d'une acquisition progressive de la raison objective augmente de lui-même. Quant aux causes qui déclenchent directement l'action de cette loi cosmique, elles diffèrent selon les planètes, mais dépendent toujours elles-mêmes de ce qu'on appelle le mouvement harmonique universel. Et en ce qui concerne ta planète Terre, ce qu'on appelle le centre de gravité des causes est constitué par la tension périodique du Soleil de ce système, provoquée à son tour par l'action qu'exerce sur lui le système solaire voisin existant sous le nom de Balea-Uto. Dans ce dernier système, le centre de gravité des causes est déterminé par la présence de la grande comète Solny parmi ses concentrations. En raison de certaines combinaisons du mouvement harmonique universel, cette comète s'approche parfois dans sa chute très près de son soleil Balea-Uto, qui doit alors accroître fortement sa tension pour se maintenir dans la trajectoire de sa propre chute. Cette tension entraîne celle des soleils appartenant au système solaire voisin, parmi lesquels se trouve le système Ors.
et lorsque, à son tour, le soleil Horse accroît sa tension pour ne pas modifier la trajectoire de chute qui lui est propre, il provoque également la tension de toutes les concentrations de son système, parmi lesquelles se trouve la planète Terre. La tension de chaque planète se fait sentir sur la présence générale de tous les êtres qui y voient le jour et qui l'habitent, engendrant toujours chez eux, en dehors de tout désir ou intention consciente de leur part, une sensation appelée Iaboliounosor sacré, que tes favoris auraient nommé sentiment religieux. Et c'est précisément ce sentiment éthrique qui apparaît parfois dans ses besoins et ses tendances, dont je te parlais tout à l'heure, vers un perfectionnement de soi dans le sens d'une acquisition accélérée de la raison objective. Il est intéressant de noter que lorsque cette sensation sacrée, ou toute autre sensation similaire, provoquée elle aussi par une réalisation cosmique, se produit dans la présence générale de tes favoris, ils la prennent pour quelques symptômes d'une de leurs nombreuses maladies. Dans ce cas-là, par exemple, ils nomment cette sensation nervosité. Il faut encore remarquer qu'autrefois, cette impulsion propre à la présence de tous les êtres tricérébraux de notre grand univers surgissait et se développait presque normalement chez la plupart des êtres de la planète Terre, et cela depuis le temps où l'organe Kunda Buffer fut extirpé de leur présence jusqu'à la seconde perturbation transapalmienne. Mais plus tard, parmi les fléaux qu'entraînèrent les conditions d'existence éthrique ordinaire qu'ils avaient établies, surtout à partir du moment où se mit à prédominer dans la présence de chaque être terrestre tricérébral ce dieu intérieur malfaisant nommé autotranquillisation, il arriva que sous l'action du Soliunantius surgit en eux, au lieu des besoins et tendances vers un perfectionnement de soi accéléré, quelque chose qu'ils caractérisent eux-mêmes par les mots « besoin de liberté » et qui est la principale cause d'apparition de ces affligeants processus dont le dernier en date se nomme bolchevisme. Je t'expliquerai plus tard comment ils se représentent leur fameuse liberté. Pour le moment, je dirais seulement que la sensation déterminée par l'action du Soliunantius augmente en eux le besoin d'un changement dans les conditions extérieures de leur existence éthrique ordinaire, tant bien que mal assurée jusqu'alors. Après la seconde perturbation transapalmienne que subit cette infortunée planète, c'est-à-dire après le désastre de l'Atlantide, l'action de la loi cosmique Soliunantius sur la présence générale de tes favoris ne s'exerça pas moins de 40 fois, et à chaque reprise, cet étrange besoin de liberté, déjà fixé chez la plupart d'entre eux, produisait finalement presque la même chose que ce qui s'est produit ces dernières années sur l'ensemble des groupes peuplant la partie de la surface de ta planète appelée Russie. Il est très important de remarquer ici que ces terribles processus n'auraient jamais pu s'effectuer parmi les êtres tricérébraux de la planète Terre si les données restaient intactes en leur subconscient pour engendrer l'impulsion éthrique de conscience morale objective, données sur lesquelles le très saint Ashiata Sheyimash avait été le premier à porter son attention, et sur lesquelles il avait compté pour accomplir sa mission, avaient pris part au fonctionnement du conscient qui leur est devenu habituel pendant leur état de veille. Du seul fait que les données, pour l'impulsion sacrée de conscience éthrique, ne participent pas au fonctionnement de leur conscient, l'action de la loi Soliunantius ainsi que d'autres lois cosmiques inévitables prend des formes anormales et pour eux des plus lamentables. Quant au second facteur d'apparition de ce processus, s'il tire son origine, comme je l'ai déjà dit, d'un ensemble de causes issues des conditions anormales de leur existence éthrique ordinaire, la raison fondamentale en est encore une fois, à mon avis, cette fameuse division en castes, qui caractérise leurs relations réciproques et qui n'a cessé de se maintenir là-bas, sauf pendant la période où les résultats des très saints travaux d'Ashiata Sheyimash avaient définitivement pris racine en eux. La seule différence est que, dans les siècles passés, la division en diverses castes s'effectuait selon la conscience et sur l'initiative de certains individuums isolés, tandis qu'aujourd'hui elle s'opère tout à fait mécaniquement, sans aucune participation de la volonté ou de la conscience de qui que ce soit. Ici, mon enfant, je trouve opportun de t'expliquer un peu de quelle manière et dans quel ordre tes favoris se trouvent automatiquement divisés en leurs fameuses classes, et comment ils se subdivisent eux-mêmes par la suite en castes. Lorsque, en raison de diverses circonstances accidentelles, un groupe important de tes favoris se concentre quelque part pour y organiser une existence en commun, certains d'entre eux, chez lesquels, pour une raison ou pour une autre, se sont déjà fortement cristallisées ces conséquences des propriétés de l'organe Kunda Buffer, dont l'ensemble donne à leur présence générale l'impulsion nommée ruse,
et qui, d'autre part, disposent à ce moment-là de nombreux moyens d'intimidation ou d'armes variées, se distinguent bientôt eux-mêmes d'entre les autres êtres, se mettent à leur tête et constituent le noyau de ce qu'on nomme la classe dirigeante. Et puisque chez tous les êtres tricérébraux de la planète Terre, surtout chez ceux des dernières périodes, l'impulsion éthrique sacrée nommée conscience morale objective ne participe pas au fonctionnement de leur conscient ordinaire, ce qui leur enlève même le désir de faire le moindre effort éthrique conscient, les êtres qui se sont ainsi distingués pour constituer la classe dirigeante, profitant des moyens d'intimidation en question, forcent les autres êtres du groupe à faire à leur place jusqu'à ces efforts que tout être doit absolument accomplir dans l'existence éthrique ordinaire. Et comme, pour les mêmes raisons, les autres êtres de ce groupe ne désirent pas non plus accomplir personnellement ces efforts éthriques, surtout pas pour d'autres, mais qu'en même temps ils ont peur de ces moyens d'intimidation, ils recourent à toutes sortes de ruses pour se débarrasser, sur le dos du voisin, comme on dit, de ces efforts éthriques inexorablement exigés par les êtres de la classe dirigeante. Il en résulte habituellement que les êtres de tous ces groupes se sélectionnent peu à peu et se divisent en différentes catégories selon le degré d'habileté de leurs artifices. Et la division des êtres en catégories de cette sorte aboutit, dans les générations suivantes, à une subdivision en leurs fameuses castes. Le fait de se rattacher les uns les autres à des castes de toutes sortes cristallise dans la présence de chacun d'eux, envers les êtres appartenant à d'autres castes, la donnée éthrique appelée haine, qui ne se rencontre nulle part ailleurs chez aucun être, dans tout notre grand univers, et qui à son tour engendre inévitablement en leur présence générale les impulsions honteuses pour des êtres tricérébraux qu'ils nomment envie, jalousie, adultère, et quantité d'autres du même genre. Ainsi donc, mon enfant, ces terribles processus de destruction mutuelle et d'anéantissement de tout ce qu'ils avaient acquis sont dus pour une grande part à ce que, pendant les périodes où l'action de la loi cosmique Soliu Nensius se fait sentir en leur présence générale, suscitant en eux un besoin de liberté, l'intensité d'action de la donnée engendrant sans cesse l'impulsion de timidité devant les détenteurs de pouvoir, donnée déjà inhérente à leur présence générale, commence à diminuer automatiquement en eux, tandis qu'augmente l'intensité d'action de l'étrange donnée éthrique qui déclenche la haine envers les êtres appartenant à d'autres castes. C'est pourquoi j'ai dit que leur division en castes qui engendre, entre autres résultats, cette étrange donnée éthrique dont l'action se fait sentir de plus en plus, et qui est due, comme tu as certainement pu t'en convaincre toi-même d'après mes récits, aux conditions de leur existence éthrique anormale, était le second facteur d'apparition de ces terribles processus. Ces terribles processus surgissent et se déroulent habituellement dans l'ordre suivant. Cela commence toujours de la même manière. Plusieurs êtres de l'un de ces groupes, chez lesquels se sont par hasard cristallisés plus fortement que chez les autres les données engendrant cette étrange impulsion envers les êtres d'autres classes, et surtout envers ceux qui appartiennent à la classe dirigeante, subissant l'action du Soliu Nensius voient et ressentent davantage que d'autres la réalité. Ils se mettent alors à brailler, comme on dit là-bas, et ces brailleurs orateurs deviennent pour leur entourage ce qu'on appelle aujourd'hui des leaders. Ensuite, sous le double effet de leur braillement et de l'action de la loi cosmique Soliu Nensius, qui se combine anormalement en leur présence, les autres se mettent à brailler à leur tour. Et lorsque ces braillements des êtres ordinaires commencent à retentir de manière par trop cacophonique sur les nerfs efféminés de la moitié gauche de certains détenteurs de pouvoir de la communauté, ces derniers ordonnent à qui de droit de graisser avec ce qu'on appelle de la crème écossaise les nombrils de plusieurs de ces brailleurs tonitruants. Et c'est alors que se déclenchent tous ces excès qui, par degrés, atteignent au paroxysme, mais pour leur malheur ne les mènent finalement à rien. Si ces processus amélioraient au moins tant soit peu l'existence des êtres des générations suivantes aux yeux d'un observateur impartial, ils ne sembleraient peut-être pas si terribles. Mais pour le malheur de tous les êtres tricérébraux de notre grand univers, dès que cesse l'action bienfaisante de ce phénomène cosmique conforme aux lois et que ces terribles processus prennent fin, la vieille histoire recommence, leur existence éthrique ordinaire devient plus amère qu'auparavant, tandis que s'affaiblit plus encore en eux la saine connaissance de la signification et du but de leur existence. Et elle s'affaiblit, à mon avis, parce que, après ces processus, les chefs de l'ancienne classe dirigeante sont ordinairement remplacés par des êtres provenant de diverses autres classes. Or, ces classes n'ont jamais eu, en la personne de l'un de leurs représentants, des générations passées ou présentes, aucune expérience des manifestations éthriques, conscientes ou inconscientes, qui puissent leur donner la capacité de diriger les processus d'existence extérieure, et parfois même intérieure,
des êtres de leur entourage qui, en étant leurs semblables, n'ont pas encore atteint le même degré de raison. Il faut reconnaître en toute justice que si, chez les êtres tricérébraux de l'ancienne classe dirigeante, les données présentes en leur subconscient pour engendrer la vraie conscience morale objective ne participaient pas non plus au fonctionnement correspondant à leur état de veille, ils avaient du moins pour la plupart l'habitude de gouverner, acquise par hérédité et se perfectionnant automatiquement de génération en génération. Par contre, dans la présence des êtres qui accèdent pour la première fois au pouvoir, non seulement il n'y a aucune vraie conscience éthrique, comme il n'y en avait aucune chez les êtres de l'ancienne classe dirigeante, mais encore divers charmes commencent à se manifester en eux de manière particulièrement tumultueuse et à donner des résultats aussi terribles qu'extraordinaires. Ces divers charmes se cristallisent dans la présence des êtres terrestres tricérébraux et surtout de nos jours en tant que conséquence de certaines propriétés de l'organe Kundabuffer, telles que vanité, orgueil, présomption, amour-propre et autres, dont le fonctionnement est encore tout frais en eux, attendu qu'elles n'ont presque jamais atteint le degré voulu de satisfaction. À ces êtres terrestres, inopinément devenus détenteurs de pouvoir sans avoir la moindre donnée héréditaire correspondant, ne serait-ce qu'à la faculté automatique de gouverner, s'applique fort bien l'une des sentences de notre cher maître qu'il formule ainsi. « Je n'ai encore jamais rencontré un idiot habitué à marcher dans de vieilles pantoufles et qui se soit senti à l'aise dans des souliers neufs à la mode. » Et réellement, mon enfant, chaque fois que l'action du Soluyunantius cesse sur ta planète Terre, et que tes favoris reprennent leur existence relativement normale, tant bien que mal établie, les détenteurs de pouvoir de dernière fournée exécutent de ces cabrioles étourdissantes qui provoquent chaque année, sur cette planète, une recrudescence de natalité de ce qu'on appelle les limaces, les escargots, les poux, les cafards, et tant d'autres parasites destructeurs des biens de la nature. Puisque j'ai parlé du bolchevisme, je te raconterai à ce sujet, pour te donner une fois de plus un exemple de l'originalité du pensée éthrique de tes favoris, l'une de leurs naïves conclusions, non dépourvues d'humour. Cette naïveté qui vient d'un jugement confrontatif par trop appauvri consiste en ceci. Bien que depuis 2 siècles, tous les événements, sans exception, qui sont du domaine des relations mutuelles des êtres, arrivent uniquement d'eux-mêmes, sans la moindre participation du conscient ou de l'initiative d'un être contemporain, quel qu'il soit, ils attribuent toujours sans hésitation, et même avec envie, tous les résultats bons ou mauvais de ces événements à tel ou tel de leurs semblables. Pareille anomalie, fixée dans l'ensemble de leurs parties spiritualisées, est due aux raisons suivantes. En premier lieu, les données éthriques capables dans leur totalité d'engendrer dans la pensée des êtres la propriété nommée pressentiment de l'avenir ont complètement disparu chez eux, ce qui leur enlève la possibilité de prévoir à quelque degré que ce soit les événements futurs. D'autre part, avec leur horizon borné et leur mémoire courte, non seulement ils ne savent rien de ce qui s'est passé longtemps auparavant sur leur planète, mais ils ne se souviennent même pas de ce qui vient de s'y passer la veille ou presque. Enfin, ils ignorent tout des lois cosmiques en vertu desquelles se déroulent parmi eux ces lamentables événements. Aussi, tes favoris contemporains sont-ils convaincus de toute leur présence que le terrible processus auquel ils donnent le nom de bolchevisme se produit pour la première fois sur leur planète et qu'avant leur petite merveille de civilisation, il n'y avait jamais rien eu de pareil. Ils sont même persuadés que ce processus est dû à l'évolution progressive de la raison de leurs semblables. La conclusion confrontative qu'ils tirent du déroulement des processus similaires, qui se sont si souvent répétés sur leur planète, nous servira d'exemple pour illustrer et caractériser la bêtise et l'étroitesse phénoménale de leurs considérations éthriques. Selon le simple bon sens de tout être tricérébral, de tels processus ne pouvaient manquer de se produire. Depuis que je m'intéresse à l'étrange psychisme de tes favoris et que je m'applique à l'observer sous tous ses aspects, j'ai moi-même assisté à des processus exactement semblables, que j'appellerais processus de destruction de tout ce qui tombe dans le champ visuel, plus d'une 40aine de fois. Il est intéressant de remarquer que près de la moitié de ces terribles processus se sont produits non loin des lieux où se concentre aujourd'hui ce qu'ils appellent leur existence cultivée, sur la partie de la surface de ta planète à laquelle ils donnent le nom d'Égypte. Et si ces terribles processus s'effectuèrent si souvent en Égypte, c'est que, pendant de longues périodes, cette partie de la surface de ta planète a occupé, par rapport au mouvement harmonique universel général, la position de centre de gravité des radiations,
C'est pourquoi l'action de la loi cosmique Solunensius se fit fréquemment sentir sur la présence des êtres tricérébraux qui la peuplent, provoquant chaque fois en eux la même anomalie. En traçant un parallèle entre les données authentiques relatives aux événements qui se sont passés en Égypte et celles qui se sont fixées à ce sujet dans la représentation et la compréhension de presque chacun des êtres responsables formés par leur fameuse culture actuelle et qu'ils ont soi-disant découverte grâce à leur raison déjà perfectionnée, nous aurons un évident exemple des données à partir desquelles se constitue leur pensée logique pendant leur existence responsable. En outre, cela me permettra de souligner une fois encore toute la malfaisance dans le sens objectif de l'usage qu'ils ont définitivement établi dans le processus de leur existence ordinaire à l'intention de la jeune génération et qu'ils décorent des noms retentissants d'éducation et d'instruction. En effet, au nombre des informations éphémères et fantastiques dont l'ensemble constitue cette étrange raison qui leur est propre à eux seuls, se range l'histoire de cette Égypte. Cette histoire fantastique, évidemment inventée par quelques candidats à l'individualité asnamousienne, est devenue sujet obligatoire dans tous les établissements d'instruction. On l'y enfonce à coups de marteau, avec d'autres stupidités du même genre, dans les concentrations distinctes destinées au fonctionnement de perception et de manifestations spiritualisées, ou, comme il l'aurait dit, dans les cerveaux de ces futurs êtres responsables. Et quand ces malheureux sont effectivement devenus des êtres responsables, ces informations fantastiques, rabâchées par force, leur servent de base pour des associations étriques et pour un procès confrontatif logique. C'est pourquoi, mon enfant, sur cette infortunée planète, tout être contemporain parvenu à l'âge responsable, au lieu d'avoir la connaissance réelle des événements qui se sont passés jadis sur sa planète, et qu'il devrait posséder en tant qu'être tricérébral normal, a de toutes choses, tant par la notion inconsciente qu'il en prend de tout son être que par les conjectures de sa raison éthérique, une connaissance analogue à celle qu'il a de cette Égypte. Bien entendu, grâce à leur système d'éducation et d'instruction, chaque être tricérébral, soi-disant responsable de cette originale planète, connaît l'histoire des êtres qui existaient autrefois dans cette Égypte. Mais de quelle manière il la connaît, après avoir assimilé ces informations suivant la méthode qu'ils nomment eux-mêmes rabâchée, et quel ensemble de représentations éthriques il en résulte pour ces trois parties éthriques spiritualisées, tu te le figureras sans peine et le comprendras clairement par l'exemple que je vais te donner. Ils savent presque tous que les anciens Égyptiens eurent 24 dynasties. Mais si l'on demande à n'importe lequel d'entre eux « Et pourquoi eurent-ils tant de dynasties ?», on constatera qu'ils n'y avaient jamais pensé. Et si l'on insiste pour avoir une réponse, ce même être qui tout à l'heure savait et affirmait de toute sa présence que les anciens Égyptiens avaient eu 24 dynasties, dévoilera dans le meilleur des cas, à la condition bien entendu qu'on l'aide à être sincère et à exprimer à haute voix les associations qui s'écoulent en lui, la suite de pensée logique que voici. Ces Égyptiens ont eu 24 dynasties. Bon, cela prouve que chez les Égyptiens existait une organisation d'État monarchique et que la charge d'empereur se transmettait par hérédité de père en fils. Or, il était d'usage que les empereurs d'une même lignée portent le même nom et que tous les empereurs portant le même nom constituent une dynastie. Par conséquent, autant il y eut de noms d'empereurs, autant il y eut de dynasties. Voilà qui est très compréhensible et clair comme une reprise sur les pantalons bouffants du vénérable Moulay Nassereddin. Et si quelqu'un parmi les êtres de culture contemporaine veut absolument connaître les causes des fréquents changements de famille d'empereurs chez les anciens Égyptiens, et continue à bûcher pour éclairer sa raison à ce sujet, encore une fois, dans le meilleur des cas, son pensée éthrique associera à peu près dans l'ordre suivant. Évidemment, se dira-t-il, dans les temps anciens, il arrivait souvent en Égypte que l'empereur, ou comme on l'appelait le pharaon, fut fatigué de régner et voulut céder son pouvoir à un autre. Et il cédait très probablement son pouvoir de cette manière et dans les conditions suivantes. Supposons qu'un certain pharaon, nommé Dupont, vive et règne en paix sur tous les Égyptiens pour sa plus grande satisfaction. Or, cet empereur, ou pharaon Dupont, se sent un jour très fatigué de régner et pendant une nuit blanche, réfléchissant à sa situation d'empereur, il constate pour la première fois et reconnaît de tout son être que, bon gré mal gré, on se fatigue de régner, que cette occupation est en somme une plaisanterie, plutôt pénible, et que, d'un point de vue personnel, on ne peut pas dire qu'elle soit d'une grande utilité ni de toute sécurité. Le pharaon Dupont
pénétré de cette impression et profitant de l'expérience acquise tout au long de son existence, décide alors de trouver le moyen de persuader quelqu'un d'autre pour que cet autre le délivre de son indésirable lassitude. À cette fin, il invite sans doute un Durand quelconque, jusqu'alors obscur et très poliment s'adresse à lui en ces termes. Très honoré et extrêmement obligeant Durand, je vous confesse en toute franchise, comme à mon seul ami et sujet digne de confiance, que l'empire sur lequel je règne m'ennuie déjà au plus haut point. Cela vient peut-être de ce que je suis par trop fatigué. Quant à mon cher fils héritier, auquel j'aurais pu léguer mon royaume, entre nous soit dit, bien qu'il ait l'air fort et bien portant, en réalité il n'est ni l'un ni l'autre. Vous, un père dont l'amour pour ses enfants est bien connu, vous me comprendrez, j'en suis sûr, si je vous dis que j'aime profondément mon fils héritier et que je ne voudrais pas le voir régner et se fatiguer comme moi. C'est pourquoi j'ai résolu de vous proposer, à vous précisément, qui êtes un loyal sujet et un ami personnel, de nous épargner à moi et à mon fils la tâche de régner et de prendre sur vous cette haute obligation. Et comme ce Durand encore obscur est de toute évidence un bon diable, et que d'autre part la canaille ne manque pas de vanité, la larme à l'œil, tout en haussant les épaules, perdu pour perdu, il se laisse faire et dès le lendemain son règne commence. Puisque le nom de famille de ce Durand est différent, dès le lendemain donc le nombre des dynasties égyptiennes augmente d'une unité. Or, comme de nombreux pharaons d'Égypte se sentaient fatigués, et pour l'amour de leur fils ne voulaient pas qu'il leur arrivât la même chose, ils renonçaient à leur royaume de la même manière. C'est pourquoi il y eut tant de dynasties là-bas. En réalité, le changement des dynasties en Égypte ne s'effectuait pas si simplement, et entre deux dynasties se produisaient de telles perturbations que le bolchevisme en comparaison n'est qu'un jeu d'enfant. Au temps où le bolchevisme battait son plein, j'ai plusieurs fois été témoin de la sincère indignation de certaines personnes qui, pour des raisons évidemment indépendantes d'elles, n'avaient pas pris part au processus même et par conséquent pouvaient observer du dehors, à demi consciemment, et s'indigner de toute leur présence devant les agissements des êtres, leurs semblables, qu'ils nommaient et nomment encore aujourd'hui des bolcheviks. Selon moi, il ne serait pas inutile de te dire à ce propos que cette émotion éthrique caractérisée de manière admirable par l'expression « s'indigner sincèrement en vain » est, elle aussi, l'une des malheureuses particularités du psychisme des êtres tricérébraux qui te plaisent, et surtout de nos jours. Cette anomalie psychique achève de perturber dans leur présence générale de nombreux fonctionnements déjà déréglés de leur corps planétaire, et même de leur corps kesdjan, à condition bien entendu que ce second corps éthrique soit déjà revêtu en eux, et qu'il ait atteint l'individualité voulue. Et cette anomalie de leur psychisme qui consiste à s'indigner sincèrement en vain, ou, comme ils le disent eux-mêmes, à s'émouvoir sincèrement en vain, découle à son tour du fait que l'horizon éthrique, aussi bien que la sensation instinctive de la réalité dans sa vraie lumière, propre à tous les êtres tricérébraux, ont depuis longtemps disparu de leur présence générale. En raison de l'absence de ces deux particularités dans leur psychisme, ils ne peuvent d'aucune manière soupçonner que les êtres, leurs semblables, ne sont pour rien dans ces terribles processus, et que ces derniers s'effectuent sur leur infortunée planète sous l'action de deux grandes causes inévitables. La première de ces causes est précisément la loi cosmique Soliu Nancius, entièrement indépendante d'eux. Quant à la seconde, qui dépend d'eux en partie, elle consiste en ce que l'ensemble des résultats des conditions d'existence éthrique ordinaires, anormalement établies par eux, empêche les données qui continuent à se cristalliser en leur présence générale pour y engendrer l'impulsion sacrée de conscience morale objective, de participer au fonctionnement de leur état de veille, laissant alors l'action de la première cause prendre cette terrible forme. Comme je l'ai déjà dit, ils ne peuvent se figurer ni comprendre, même de loin, que des personnes isolées ne sauraient être la cause de ces terribles processus planétaires, que c'est tout à fait par hasard si elles occupent certains postes, et qu'en raison des conditions déjà établies d'existence en commun, le fait même d'occuper ces postes les force à se manifester dans un rôle ou dans un autre. Et les résultats de ces rôles prennent tantôt une forme, tantôt une autre, selon une conformité rigoureuse qui ne dépend absolument pas d'eux. Pendant que le dernier de ces processus, le bolchevisme russe, battait son plein, les êtres des autres communautés s'indignèrent bien sincèrement en apprenant que les êtres devenus soi-disant actifs dans cet affligeant processus avaient donné à d'autres êtres ordinaires l'ordre de fusiller tel ou tel Jean, Jacques ou Paul.
Pour la clarté de mes explications, je dois te dire que ce processus s'effectue encore aujourd'hui sur une relativement grande partie de la surface de cette infortunée planète, et d'autre part, que pendant ces derniers temps, le nombre de tes favoris a beaucoup augmenté. Mais si nous comparons le total d'êtres tricérébraux détruits au cours des processus précédents avec celui du processus actuel, ce dernier apparaîtra vraiment comme un jeu d'enfant. Pour que tu le comprennes mieux et que tu compares les processus antérieurs avec le bolchevisme d'aujourd'hui, je t'esquisserai deux petits tableaux de l'histoire ancienne, disons par exemple de l'Égypte, puisque je viens de t'en parler. Dans l'intervalle de deux dynasties de pharaons ou rois égyptiens, se déroulait en Égypte un processus analogue au bolchevisme contemporain. Le comité central des révolutionnaires annonçait entre autres à la population du pays que l'on procéderait bientôt à l'élection des chefs de leurs grands et petits centres, ou comme on dit là-bas, de leur ville ou village, et que ces élections se feraient selon le principe suivant. Seraient élus comme chefs des villes et des villages ceux qui déposeraient dans leurs urnes sacrées plus de croânes que les autres, croânes étant le nom donné aux offrandes de sacrifice en Égypte. Le fait est que, selon la religion des êtres de ce pays, il était d'usage, pendant les cérémonies religieuses célébrées dans des lieux spéciaux, de placer devant chaque être ordinaire assistant à ces cérémonies une urne spéciale en terre cuite où il devait déposer, après chaque récitation de certaines prières, les légumes ou fruits désignés ce jour-là, et ces objets dignes d'être offerts en sacrifice étaient appelés croânes. Selon toute probabilité, cette manipulation avait été inventée comme source de revenus par les théocrates du temps, au profit de leurs mouchards, comme ils disent. Le décret en question stipulait qu'en la circonstance, les croânes devaient être des yeux de bandits, nom que les êtres ordinaires donnaient à tous les êtres qui appartenaient à la classe dirigeante, lorsque ceux-ci avaient le dos tourné, sans excepter les êtres de sexe passif, les enfants et les vieillards. Il était ensuite spécifié que celui qui aurait le plus de croânes dans son urne sacrée le jour des élections serait nommé chef de toute l'Égypte, et que les chefs des villes et villages seraient désignés proportionnellement au nombre de croânes qui contiendraient leurs urnes sacrées. Tu peux te figurer, mon enfant, ce qui se passait partout en Égypte ces jours-là, pour que les urnes sacrées contiennent le plus grand nombre d'yeux, d'êtres appartenant à la classe dirigeante de cette époque. Une autre fois, je fus témoin d'une scène non moins terrifiante. Pour mieux te la représenter, sache d'abord qu'en Égypte se trouvait autrefois, dans chacun de leurs grands centres ou villes, une vaste place où se déroulaient toutes sortes de cérémonies publiques, religieuses et militaires. À l'occasion de ces cérémonies se rassemblait une quantité d'êtres venus de tout le pays. Ces êtres, dont la plupart appartenaient aux classes les plus faibles, gênaient les cérémonies. Aussi certains pharaons donna-t-il l'ordre de tendre des cordes autour de ces places, afin que les êtres appartenant aux classes inférieures ne vinssent pas troubler la marche de la cérémonie. Mais une fois les cordes tendues, il devint évident qu'elles ne supporteraient pas la pression de la foule et finiraient toujours par se rompre. Le pharaon ordonna donc de fabriquer des cordes métalliques. Puis ceux qu'on rappelle là-bas des prêtres les bénirent et leur donnèrent le nom de câbles sacrés. Ces câbles sacrés, tendus autour des places réservées aux cérémonies publiques, notamment dans les grandes villes d'Égypte, avaient une longueur colossale qui atteignait parfois 100 trottineaux, ou comme l'auraient dit les êtres de ta planète, 15 kilomètres de long. Eh bien, je fus témoin de la manière dont une foule d'êtres égyptiens ordinaires enfila sur un de ces câbles sacrés, tel un tchatchik asiatique, les corps des êtres appartenant à l'ancienne classe dirigeante, sans distinction d'âge ni de sexe. La même nuit, à l'aide de 40 paires de buffles, cette originale brochette fut traînée jusqu'au Nil, où elle fut jetée. J'assistais à de nombreux châtiments de ce genre, soit pendant mes séjours personnels à la surface de ta planète, soit depuis la planète Mars à travers mon grand escuano. Et tes favoris actuels, qui sont d'une naïveté sans borne, s'indignent sincèrement parce que les bolcheviks d'aujourd'hui ont fusillé tel ou tel Jean, Paul, Pierre, Jacques. Si l'on compare les actes commis par les êtres tricérébraux d'autrefois, sous l'influence de cet état psychique, à ceux des bolcheviks modernes, il faut même louer ces derniers et les remercier de ce que, en dépit des diverses conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer inévitablement cristallisées en leur présence, comme elles le sont en général chez tous les êtres tricérébraux actuels de là-bas, ils se soient manifestés au moment le plus intense, alors qu'ils n'étaient plus que des marionnettes soumises à l'influence de la loi cosmique Solunantius.
de manière telle que l'on pouvait au moins reconnaître les cadavres de ceux qu'ils avaient fusillés comme étant précisément ceux de Jean-Paul, Pierre, Jacques, ou Paul, et non pas de n'importe qui. À cet endroit de son récit, Belzébuth soupira profondément, puis, le regard fixé sur un point, et réfléchit avec concentration. Hassan et Aoun, surpris et attristés, le regardaient immobile, dans une intense expectative. Au bout d'un certain temps, Hassan fit une grimace incompréhensible, puis, sur un ton de tendresse inquiète, s'adressa à Belzébuth, toujours plongé dans ses pensées. « Grand-père, cher grand-père, je t'en prie, manifeste à voix haute les notions acquises au cours de ta longue existence, dans cette présence générale qui m'est particulièrement chère, car elle pourrait me servir de base pour trouver à la question qui vient de surgir en mon essence une solution dont je ne puis me faire une représentation même approximative, faute d'avoir sur elle la moindre donnée de confrontation logique dans aucune des parties spiritualisées de ma présence générale. Cette question qui vient de surgir en mon essence, et pour laquelle ma présence entière a besoin d'une réponse, la voici. Si, pour des raisons indépendantes d'eux, ces malheureux êtres tricérébraux peuplant la planète Terre n'ont pas la possibilité, une fois parvenus à l'âge responsable, d'atteindre et de posséder la raison objective divine, pourquoi, puisqu'ils sont apparus il y a si longtemps, et que leur espèce s'est perpétuée pendant tant de siècles, n'ont-ils pas vu se former peu à peu, par le seul cours du temps dans le processus de leur existence ordinaire, en dépit de ces conditions anormales, les coutumes et les habitudes automatiques instinctives qu'il est propre à tout être d'acquérir, et grâce auxquelles cette existence ordinaire, tant du point de vue égoïstement personnel que du point de vue collectif, s'écoulerait de manière plus ou moins supportable sous le rapport d'une activité objective. Ayant dit, notre pauvre Hassan interrogea du regard la cause de son avènement. À la question de son petit-fils préféré, Belzébuth répondit. Sans doute, mon cher enfant, pendant de longs siècles, de nombreuses habitudes et coutumes morales, parfois excellentes, fort utiles à leur existence ordinaire, se sont peu à peu établies chez eux, comme sur toutes les planètes où surgissent des êtres dont une part de l'existence se passe également en processus ordinaire. Mais le malheur veut que ces bienfaisantes acquisitions, qui se fixent dans le processus de leur existence ordinaire par le seul cours du temps, et s'améliorent en se transmettant de génération en génération, finissent par disparaître ou par se modifier, en ce sens qu'elles deviennent d'elles-mêmes malfaisantes et viennent grossir le nombre de ces facteurs funestes dont l'ensemble dilue chaque année davantage, non seulement leur psychisme, mais jusqu'à leur essence. Si au moins toutes ces bonnes habitudes, fixées par le temps dans le processus de leur existence, et ces coutumes morales déjà automatisées, avaient pu se conserver intactes et passer par hérédité aux générations suivantes, cela seul aurait suffi à rendre leur existence si désolée, dans le sens objectif du mot, un peu plus tolérable aux yeux d'un observateur impartial. Les causes des modifications ou de la destruction de ces bienfaits étriques que sont ces excellentes coutumes et ces usages moraux acquis au cours du temps en vue d'une existence tolérable, résident une fois de plus dans les conditions anormales d'existence étrique ordinaire qu'ils ont eux-mêmes établies. Car ces anormales conditions ont pour résultat essentiel une propriété très spéciale, récemment surgie en leur psychisme, et qui est devenue la principale cause de leurs maux. Ils la nomment suggestibilité. En raison de cette étrange propriété, fixée depuis peu dans leur psychisme, l'ensemble du fonctionnement de leur présence générale s'est peu à peu altéré. Aussi, chacun d'eux, surtout parmi ceux qui ont vu le jour et sont devenus des êtres responsables pendant les derniers siècles, en est-il venu à représenter une formation cosmique déterminée, n'ayant la possibilité de se manifester que si elle se trouve sous la constante influence d'une formation similaire. Et de fait, mon enfant, tous les êtres tricérébraux qui te plaisent, considérés soit isolément, soit par groupes entiers petits ou grands, sont absolument obligés ou bien d'influencer, ou bien de subir l'influence d'autrui. Pour que tu te représentes mieux et que tu comprennes à fond de quelle manière les coutumes et habitudes utiles à leur existence ordinaire
automatiquement acquises au cours des siècles, disparaissent sans laisser de traces ou sont dénaturées du fait de cette propriété de leur étrange psychisme, prenons comme exemple les êtres terrestres tricérébraux que les autres êtres de ta planète appellent Russes et qui représentent la majeure partie de la population de la communauté nommée Russie. L'existence des êtres qui furent à l'origine de cette grande communauté actuelle de là-bas, ainsi que des générations qui leur succédèrent, s'écoula pendant de nombreux siècles dans le voisinage d'êtres appartenant à certaines communautés asiatiques, ayant par hasard conservé pendant des périodes relativement longues leur train de vie quotidien, et chez lesquels s'étaient par suite constituées et fixées d'elles-mêmes dans le processus de leur existence ordinaire, comme il arrive presque toujours en pareil cas, quantité d'excellentes coutumes et d'usages moraux. Aussi ces Russes, qui rencontraient souvent les êtres de ces anciennes communautés, anciennes aux yeux de tes favoris, et entretenaient même parfois avec eux des relations amicales, adoptèrent-ils peu à peu, pour les introduire dans le processus de leur existence ordinaire, nombre de ces coutumes utiles et de ces usages moraux. Or, mon enfant, du fait de cette singulière propriété des êtres tricérébraux de ta planète, qui apparut et se fixa en leur psychisme peu après la civilisation ticliamouchienne, avec une intensité due à l'aggravation des conditions d'existence éthrique ordinaire qu'ils avaient eux-mêmes établies, propriété psychique qui, dès le début, devint inhérente à la présence générale des êtres qui constituèrent cette future grande communauté, ils se trouvèrent tous, au cours de ces derniers siècles, sous l'influence des êtres de quelques communautés asiatiques. Dès lors, tout le monde extérieur de leur existence ordinaire, toute sa forme psychique associative, relevèrent de cette influence. Or, par suite d'un changement de circonstances, dû cette fois encore au processus de destruction mutuelle périodique, propre à cette seule planète, les êtres de la planète Terre, habitant la partie du continent d'Asie qui portait et porte encore le nom de Russie, se trouvèrent privés de cette influence. Et comme ils avaient eux aussi définitivement cessé de réaliser en leur présence générale les pactoles devoirs éthriques, entraînant ainsi le renforcement graduel de la plus funeste propriété de leur psychisme que l'on nomme la suggestibilité, ils furent forcés, faute de pouvoir mener par eux-mêmes une existence indépendante, de se soumettre à une nouvelle influence, celle des êtres de diverses communautés européennes, et surtout de la communauté qui porte là-bas le nom de France. Depuis lors, les êtres de la communauté de France exercèrent automatiquement leur influence sur le psychisme des êtres de la communauté de Russie, et ces derniers s'efforcèrent même de les imiter en toutes choses, de sorte qu'ils oublièrent peu à peu toutes les excellentes coutumes déjà passées dans leur processus d'existence et les habitudes morales qui leur étaient devenues inhérentes et qu'ils avaient empruntées mécaniquement ou à demi consciemment aux êtres d'anciennes communautés asiatiques pour en acquérir de nouvelles, françaises. Parmi ces mœurs, ces coutumes automatiques qui leur avaient été transmises par les êtres des vieilles communautés asiatiques, il y en avait des milliers de vraiment excellentes. Entre ces milliers d'excellentes mœurs et coutumes utiles, prenons-en deux par exemple. L'habitude de mâcher ce qu'on appelle du keva, après avoir consommé la première nourriture éthrique, et l'usage de se laver périodiquement dans ce qu'on appelle un hammam. Le keva est un mastic à base de différentes racines que l'on mâche après les repas et qui, si longtemps qu'on le mâche, ne se décompose jamais, mais devient de plus en plus élastique. Ce mastic fut inventé par un être fort sensé, appartenant lui aussi à l'une des vieilles communautés asiatiques. Le keva a pour utilité de stimuler la sécrétion de salive et d'autres substances élaborées par leur corps planétaire en vue d'une transformation meilleure et plus facile de leur première nourriture éthrique, ou, comme il l'aurait dit, pour que cette nourriture soit mieux et plus facilement digérée et assimilée. D'autre part, le keva fortifie les dents et nettoie la cavité buccale des restes de la première nourriture. Ce dernier usage est vraiment indispensable à tes favoris, car ces restes ne se décomposent pas lorsqu'on mâche le keva, et cesse ainsi de dégager l'odeur désagréable devenue propre aux êtres tricérébraux contemporains.
La seconde coutume, celle de se laver de temps à autre dans des locaux spéciaux appelés hammams, fut inventée elle aussi par un être asiatique des anciens temps. Pour que tu comprennes clairement la nécessité de cette seconde coutume dans le processus d'existence des êtres terrestres, je dois tout d'abord t'expliquer ceci. Le fonctionnement du corps planétaire des êtres de toute forme de revêtement extérieur est adapté par la nature de manière que le processus de nutrition de la seconde nourriture éthrique, que tes favoris nomment respiration, s'effectue en eux non seulement par les organes de respiration, mais encore par les pores de leur peau. Et non seulement la seconde nourriture éthrique pénètre toute fraîche en eux à travers les pores de leur peau, mais certains d'entre ces pores éliminent les éléments de cette seconde nourriture résultant de sa transformation, qui ne sont plus nécessaires au corps planétaire. Ces éléments inutiles devraient s'éliminer d'eux-mêmes par les pores de la peau, en s'évaporant peu à peu grâce aux facteurs déterminés par les processus qui se déroulent dans le milieu où existe l'être donné, tels que les mouvements atmosphériques, les contacts accidentels et ainsi de suite. Mais lorsque tes favoris eurent inventé de se couvrir de vêtements, ces vêtements génèrent l'élimination normale ou évaporation de ces éléments de la seconde nourriture éthrique devenus inutiles à leur corps planétaire, et ces substances inutiles, n'ayant pas la possibilité de s'évaporer dans l'espace, formèrent par condensation, en s'accumulant dans certains pores de leur peau, un dépôt de quelque chose de huileux. Et désormais, ce quelque chose, parmi tant d'autres facteurs, favorisa sur cette infortunée planète la formation de ces maladies innombrables et variées, dont l'ensemble constitue la cause principale de la diminution graduelle de la durée d'existence de ces malheureux. Or, mon enfant, dès la plus haute antiquité, comme le disent tes favoris actuels, un être savant asiatique très sensé, du nom de Amambakloutre, constata clairement, au cours de ses observations conscientes des faits environnants, que ce dépôt de quelque chose de huileux dans les pores de la peau avait une influence pernicieuse sur le fonctionnement général de tout le corps planétaire. Il se mit alors à étudier ce mal et à chercher les moyens de l'enrayer. Le résultat des recherches et des longues réflexions d'Amambakloutre, ainsi que de plusieurs autres savants devenus ses adeptes et ses assistants, fut que, devant l'impossibilité de persuader les êtres leurs semblables de renoncer à porter des vêtements, ils résolurent de trouver un moyen d'éliminer artificiellement des pores de leur peau ces résidus de la seconde nourriture éthrique, en implantant dans le psychisme des êtres de leur entourage des habitudes éthriques qui leur deviendraient indispensables avec le temps et pénétreraient ainsi dans leurs us et coutumes. Et ce que ces anciens savants asiatiques, sous la direction du grand Amambakloutre, élucidèrent alors expérimentalement, puis réalisèrent en pratique, fut l'origine des hammams qui existent encore aujourd'hui là-bas. Au cours de leurs expériences scientifiques, ils découvrirent entre autres qu'avec un lavage ordinaire, même à l'eau chaude, il est impossible d'éliminer ces dépôts huileux des pores de la peau, attendu que ces excrétions du corps planétaire ne se trouvent pas en surface mais dans la profondeur des pores. De nouvelles expériences leur montrèrent ensuite qu'il n'était possible de nettoyer les pores de la peau que par un chauffage lent grâce auquel ces dépôts huileux acquièrent la propriété de se dissoudre graduellement pour être éliminés des pores de la peau. À cette fin, ils imaginèrent alors d'aménager des locaux spéciaux auxquels ils donnèrent le nom de hammam, et surent si bien en divulguer le sens et la portée parmi les êtres de ce continent qu'ils implantèrent dans leur psychisme le besoin d'utiliser ces locaux selon la méthode indiquée dans le processus de leur existence ordinaire. Ce besoin d'aller périodiquement au hammam, une fois devenu inhérent à la présence des êtres du continent d'Asie, se transmit aux êtres de la communauté de Russie. En ce qui concerne ce dépôt huileux qui s'accumule dans certains pores de la peau de tes favoris, il me faut encore te dire ceci. Étant donné que cette substance, c'est-à-dire cette chose huileuse, comme d'ailleurs tout ce qui existe dans notre grand univers, ne peut jamais se maintenir longtemps dans le même état, elle subit inévitablement dans ses pores les processus d'évolution et d'involution requis par la grande nature. Et puisque pendant ces processus, tous les surgissements cosmiques éphémères ou transitoires éliminent ce qu'on appelle des éléments actifs de second ordre, qui se cristallisent temporairement par inertie des vibrations, et que ces éléments actifs de second ordre ont, comme chacun sait, la propriété d'être perçus très cacophoniquement par les organes de l'odorat des êtres,
Tes favoris de la planète Terre, qui ne font pas usage du hammam, dégagent toujours un rastropunilo, ou comme ils disent, une odeur qu'ils considèrent eux-mêmes comme pas très agréable. Et de fait, mon enfant, sur certains continents, et surtout sur le continent d'Europe, où l'on ne connaît pas la coutume d'aller au hammam, il m'était très difficile, en tant qu'être ayant un odorat très fin, d'exister parmi ces êtres tricérébraux, en raison de leur rastropunilo, ou comme ils disent, de leur odeur spécifique. L'odeur désagréable que dégageaient ceux dont les pores n'étaient jamais soumis à un nettoyage spécial était si forte que je pouvais à ce seul signe reconnaître sans difficulté à quelle communauté appartenait tel être, et même distinguer un être d'un autre. La variété de ces odeurs spécifiques dépend de la durée de décomposition de ces excrétions huileuses dans les pores de leur peau. Pour leur bonheur, ces odeurs désagréables ne les affectent pas trop douloureusement, et si elles ne les affectent pas, c'est que leur odorat est très faiblement développé, et qu'existant toujours parmi ces odeurs, ils s'y habituent peu à peu. Ainsi donc, mon enfant, ces Russes avaient emprunté aux êtres asiatiques la coutume de se laver périodiquement dans des hammams spéciaux, mais dès qu'ils furent tombés sous l'influence des êtres européens, et surtout, je te l'ai déjà dit, des êtres de la communauté de France, comme ces Français n'ont pas l'habitude d'aller au hammam, ils cessèrent eux aussi d'y aller, et cette excellente coutume établie depuis des siècles finit par disparaître. Autrefois, chaque famille russe, ou presque, avait son hammam privé, mais lors de mon dernier séjour dans leur capitale, alors nommée Saint-Pétersbourg, où existaient en ce temps-là plus de 2 millions de ces êtres russes, il n'y avait plus que 7 ou 8 de ces hammams, et encore n'étaient-ils fréquentés que par des concierges et des ouvriers, c'est-à-dire par des êtres venus de leurs villages éloignés, où l'habitude d'aller au hammam, ou comme ils le disent parfois au bain, n'est pas encore complètement tombée en désuétude. Quant à la majeure partie des habitants de la capitale, composés surtout d'êtres appartenant à ce qu'on appelle la classe dirigeante, ils cessèrent complètement, les derniers temps, d'aller au hammam, et si quelque original s'y fourvoyait encore par vieille habitude, il tâchait de s'arranger pour que, dans sa caste, nul ne s'en aperçût. Que le malin m'en préserve, pensait ce téméraire, autrement je serais la proie de telles médisances que ma carrière serait à jamais ruinée. Pour les êtres de la classe dirigeante, aller au hammam était considéré comme très inconvenant et inintelligent. Et c'était inconvenant et inintelligent pour cette seule raison que les plus intelligents, selon eux, des êtres actuels de cette planète, les Français, ne vont jamais au hammam. Ces malheureux ignorent, bien entendu, qu'il y a quelques dizaines d'années, toujours en raison des conditions anormalement établies d'existence éthrique ordinaire, les Français, surtout dans la classe cultivée, non seulement n'allaient pas au hammam, mais s'abstenaient de se laver le matin pour ne pas déranger leurs savants artifices à la mode du jour de préparation si laborieuse. Quant à la seconde coutume que nous avons prise en exemple, et qui était encore il y a 2 siècles un besoin organique pour chacun des êtres de la communauté de Russie, la coutume de mâcher du keva après avoir consommé la première nourriture éthrique, elle n'existe plus du tout chez les Russes contemporains. Par contre, j'ai vu de mes yeux la coutume de mâcher du keva s'implanter, sans qu'ils en comprennent d'ailleurs la portée, chez les êtres peuplant ce continent d'Amérique, où l'usage du keva, ou, comme ils le nomment là-bas, du chewing-gum, est si répandu qu'il a donné lieu à l'organisation d'une importante branche industrielle et commerciale. Il est intéressant de remarquer que l'élément de base du chewing-gum américain est importé de Russie, de la région nommée Caucase. Les êtres peuplant cette région ne savent même pas pourquoi ces fous d'Américains importent cette racine qui n'est bonne à rien ni à personne. Naturellement, il ne leur vient pas à l'idée que si ces Américains, en important cette racine inutile, sont bel et bien des fous au sens subjectif du mot, en revanche, au sens objectif, ils ne sont ni plus ni moins que des brigands dévalisant en plein jour les êtres de Russie. Or, mon enfant, quantité d'autres excellentes coutumes et usages moraux adoptés au cours des siècles par les êtres russes et déjà intégrés au processus de leur existence ordinaire, ont de même graduellement disparu au cours des 2 derniers siècles, depuis que les Russes ont commencé à subir l'influence des êtres européens. À leur place, de nouvelles mœurs et coutumes se sont établies chez eux, telles que leur habitude de baiser la main des dames, et de ne faire d'amabilité qu'aux jeunes filles, et de ne regarder une femme que de l'œil gauche en présence de son mari, et ainsi de suite. Je dois souligner ici, avec une impulsion de regret,
que les mêmes faits se produisent actuellement dans le processus d'existence ordinaire des êtres de toutes les communautés de là-bas, sur quelque continent que ce soit. J'espère qu'à présent, mon enfant, tu peux plus ou moins répondre par toi-même à la question surgie en ton être et te représenter clairement pourquoi, bien que leur espèce existe depuis si longtemps, tes malheureux favoris n'ont pas vu se former chez eux ces habitudes étriques automatiques et ces usages instinctifs grâce auxquels leur existence se serait écoulée de manière plus ou moins tolérable, même en l'absence d'un conscient objectif. Je le répète, du fait de cette propriété récemment fixée en leur psychisme général, il leur est devenu naturel, comme si c'était conforme aux lois, soit d'influencer les autres, soit de se trouver sous leur influence. Dans les deux cas, les résultats de l'action de cette originale propriété sont obtenus sans aucune participation de leur conscient, ni même aucun désir de leur part. Grâce à tout ce que je viens de te dire sur ce fait que les Russes contemporains suivent toujours l'exemple des autres et les imitent toujours et en tout, tu pourras clairement comprendre à quel point le fonctionnement des données propices à un pensée comparatif logique est déjà désorganisé dans la présence des êtres terrestres tricérébraux. En général, suivre l'exemple des autres ou donner l'exemple aux autres est considéré et reconnu partout dans l'univers comme tout à fait raisonnable, voire absolument indispensable. Et si les êtres tricérébraux de la grande communauté de Russie suivent l'exemple des êtres de la communauté de France, c'est très sensé de leur part. Pourquoi ne pas suivre un exemple quand il est bon? Mais en raison de cette singulière propriété de leur psychisme, ainsi que de plusieurs autres traits spécifiques de leur étrange caractère, définitivement fixés en eux depuis que l'habitude de réaliser parfois les pactoles devoirs étriques a tout à fait disparu de leur présence, ces malheureux sont devenus ce qu'on appelle de pitoyables cires à modeler, et se sont mis à suivre aussi l'exemple de ce qui était mauvais, allant jusqu'à rejeter ce qu'ils avaient eux-mêmes de bon, pour la seule raison que cela n'existait pas chez les autres. Ils ne peuvent même pas comprendre, par exemple, que les conditions d'existence ordinaire de ces Français avaient peut-être été établies de façon anormale et qu'ils n'avaient par conséquent pas encore eu le temps de reconnaître la nécessité de se laver parfois au hammam et de mâcher du keva, après avoir fait usage de la première nourriture étrique. Mais rejeter ainsi les bonnes coutumes qui leur sont propres pour la seule raison qu'elles n'existent pas chez les êtres français dont ils suivent l'exemple, cela, c'est déjà faire preuve de véritable dindomanie. Bien que l'originale propriété que je viens de nommer dindomanie soit devenue innée à presque tous les êtres tricérébraux peuplant la planète, sa manifestation et ses résultats se font davantage sentir chez ceux qui peuplent le continent d'Europe. Je le constatais et le compris plus tard, lorsque je quittais Saint-Pétersbourg pour visiter différents pays de ce continent, sur lequel je séjournais longtemps cette fois, contrairement à ce que j'avais fait lors de mes précédents voyages, car j'eus le temps d'observer et d'étudier en détail les subtilités du psychisme des êtres pris soit isolément, soit en groupe, dans toutes les circonstances possibles. En fait, la forme d'existence extérieure de toutes les communautés du continent d'Europe ne se distingue guère de celle des êtres de la grande communauté de Russie. Mais les formes d'existence des divers groupes d'êtres de ce continent ne diffèrent entre elles que dans la mesure où la durée accidentellement plus longue d'une de ces communautés lui a permis d'acquérir par automatisme certaines coutumes excellentes et des habitudes instinctives qui deviennent alors propres aux seuls êtres de cette communauté. Il faut encore remarquer ici que la durée d'existence d'une communauté joue effectivement là-bas un grand rôle en ce qu'elle permet aux êtres d'acquérir de telles coutumes et d'habitudes. Mais pour le malheur de tous les êtres tricérébraux de notre grand univers, quel que soit leur degré de raison, l'existence de chacun de leurs groupes déjà plus ou moins organisés est en général très courte, en raison, là encore, de cette destruction mutuelle périodique qui est leur particularité principale. Dès que se sont établis, dans l'existence générale d'un de leurs groupes, d'excellents usages étriques, ce terrible processus se déclenche soudain, anéantissant les bonnes coutumes et habitudes acquises par automatisme au cours des siècles. Ou bien les êtres de ce groupe tombent sous l'influence d'êtres d'un autre groupe, n'ayant rien de commun avec ceux sous l'influence desquels ils se trouvaient auparavant. Aussi, toutes ces coutumes et habitudes morales sont-elles bientôt remplacées par de nouvelles, dont la plupart sont fabriquées à la hâte et ne sont bonnes que pour la mode du jour, comme on dit.